Tout d'abord, nous vous remercions d'être si nombreux ce soir, que ce soit en visio ou en présence ou en Europe. Hier, nous recevions le magistral Étienne Klein qui nous emmenait dans un monde de science et de philosophie. Ce soir, Tribune change d'horizon et vous emmène dans le politique avec un homme qui est à la fois reporter, homme politique, rédacteur en chef et, euh, et je passe d'autres de ses fonctions, que vous découvrirez lors du portrait. Je vais laisser la parole rapidement à Monsieur Gouteux pour le mot d'introduction et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Bonsoir à tous. Donc c'est à moi que je dirais qu'il est dévolu l'honneur de faire les quelques mots d'accueil officiel, mais que je vais, on va dire, teinter d'un peu de considération personnelle. Je remercie à la fois Tribune d'avoir invité M. Ruffin et aussi M. Ruffin d'avoir accepté l'invitation de Tribune, car on pourrait croire, comme ça, de façon superficielle, que nous sommes sur des mondes différents, et on va bien voir que ce n'est pas le cas. Parce que l'école est implantée avenue de la République et pour moi, ce n'est pas neutre. Parce que dans le mot République, il y a beaucoup de choses. La République, ça vient de res publica, la chose publique. Et donc, il est normal que chacun d'entre nous s'en préoccupe. Et pour s'en occuper, il faut de l'information. Et l'information, je dirais, il faut la trouver, il faut la sélectionner. Et c'est là où je dirais, je vais mettre ma note personnelle, en sens que mon premier travail, ça a été à Amiens. Bon, c'est là où j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'est là où j'ai rencontré mon épouse, ce qui fait que depuis presque 40 ans, je suis amiénois par alliance. Et je me rappelle, dans les débuts des années 2000, qu'on me dit, attention, il n'y a pas que le journal officiel de l'Amérique qui existe, il y a un journal qui s'appelle Le Fakir. Et donc, je me rappelle très bien avoir acheté le Fakir dans la rue d'abord, et puis après dans les kiosques, où justement il y avait une autre, je dirais pas vérité, une autre information sur la qualité de la ville. Alors après, évidemment, c'est quoi l'information? Puisque dans votre film, Merci Patron, on parle beaucoup de la réalité sociale des délocalisations. Vous, en tant qu'étudiant de l'école de commerce, on va parler du côté économique. On a découvert récemment, enfin quand j'ai découvert à cause du coronavirus, que les délocalisations ont aussi d'autres effets, puisque est-ce que c'est normal que tous les médicaments se fassent en Chine et pas en France? Donc, vous voyez, la réalité est complexe. C'est pour ça, je pense que c'est typiquement, je dirais, ce type de réunion où on découvre, je dirais, comment fonctionne le monde, comment fonctionne la République, la res publica. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, pardon. Bonsoir monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci au peuple de gauche de l'ESCP pour votre présence ce soir, et à l'équipe Tribune qui a parfaitement géré votre arrivée, surpassée par votre nombre de 2, dont une demi-macroniste que j'ai aperçue au fond de la salle. Nous ne savions que faire face à une foule si dense. Comme beaucoup nous l'ont fait remarquer, cela faisait bien longtemps que nous, désignés comme filles et fils de bourgeois, avalant la plus-value des honnêtes travailleurs, alors que nous n'avons même pas posé un pied dans le grand plat de l'emploi, bien longtemps donc que nous n'avions pas reçu un homme politique de conviction, une figure de la gauche, un vrai, depuis le gauchiste nordiste Xavier Bertrand que nous avons reçu en décembre dernier. C'est donc un réel plaisir de pallier cette défaillance interne dans notre stratégie de démarchage et de vous recevoir à Avenue de la République. On se demandait d'ailleurs si la raison de votre présence parmi nous ce soir pouvait s'expliquer par la proximité de ce campus à une place célèbre du bout de la rue, un temple de la contestation, l'arrêt de bus de toutes vos manifestations, place où nous autres start-upers privilégiés avons nos habitudes militantes. Dans quelques bars et restaurants adjacents, lorsque nous avons faim des paradis fiscaux, envie de faire le tour des révolutions ou de boire de localisation autour d'un Perrier tranche à 22 €. Mais bref, je m'égare, alors que qui naît ce 18 octobre 1975 sont les manifestants, 1er mai selon la police? Eh bien vous, François Ruffin, dans la petite bourgade de Calais, où il ne fait pas bon de rouler en voiture. Calais qui était alors une commune PCF respectable et respectée,
avant d'être livré à la loi de la jungle depuis les années 2000, puis à la loi de la droite à partir de 2008. 1975, c'est l'année de la loi Veil, c'est l'année de la loi Abi, mais aussi du lancement de la Peugeot 604 et de la Renault 30 pour tous les nostalgiques de ce soir et membres de GSA présents dans l'Assemblée. C'est aussi l'année de la tenue du premier G7, alors que j'essaie d'oublier que c'est aussi celle du premier million de chômeurs en France, assorti de divers plans de relance keynésiens pour sortir de la stagflation. Les temps ne changent pas. Ce jour-là, le 18 octobre 1975, le journal Le Monde titrait, en pleine guerre froide, je cite, « Avant la visite de Kissinger, Pékin affirme que la panacée, nommée détente, mise en bouteille à Moscou, n'est pas une potion miraculeuse. Elle est au contraire un puissant somnifère destiné à assouplir les peuples révolutionnaires en leur donnant l'illusion de la sécurité. » Pfiou. Il était temps que vous arriviez pour relancer le combat du socialisme et réveiller ces Russes pseudo-révolutionnaires vendus à la cause américaine et qui s'alignent sur ces derniers. Mais reprenons. Vous naissez donc dans une famille qui compte 2 enfants et grandissez à Amiens, la petite Venise du Nord. Vous revendiquez des origines paysannes, vous dont le père, cadre chez Bonduel, a franchi toutes les étapes du mérite et des salades et devient rapidement le héros du François enfant, admiratif de la volonté de faire et de la réussite de son père. Vous êtes scolarisé au collège-lycée La Providence d'Amiens, où les journalistes aiment répéter à l'envi que vous avez ciré ses bancs aux côtés de Manu, actuel président de la République, à quelques années près. C'est donc tout naturellement que cet établissement privé, catholique, de tradition jésuite, devint pour vous le terreau d'un apprentissage de la lutte des classes, d'un anticapitalisme militant, car il est évident que vivre avec de jeunes riches bourgeois en difficulté, qui se sentent dans le besoin et ressentent l'oppression insupportable de ces pauvres, eux dont les parents ne gagnent que 6 fois le SMIC en moyenne, c'est dur, et ça nous apprend la vie. Je m'avance peut-être, donc je vais me reculer pour éviter d'arriver trop tôt là où je voulais en venir, mais c'est bien un signe du destin si c'est à la Providence que vous vivez vos premiers émois. Et oui, mesdames et messieurs, Monsieur Ruffin s'entiche rapidement d'une belle professeure blonde, enseignante de théâtre et de littérature, la douce Brigitte Trogneux, avec qui il se marie quelques années plus tard avec Toupet au Touquet. Oh non mince, la boulette. Sortie de route, aurais-je comparé 2 êtres diamétralement opposés ? Paradoxe cependant, puisqu'il apparaît que vous l'aimiez ou aimiez les manuels, surtout les rouges, les petits livres, comme les Khmers. Ouais, il y en a beaucoup là. Effectivement, vous refusez toute influence bourgeoise pour vous déclarer très tôt communiste, rien que ça. On est en 5e, communiant avec l'Union soviétique par provocation ou révélation. Mais j'abrège, Nef. En 3e, c'est le déclic. Vous dévorez les romans populaires de Michelet, Charles, ou Steinbeck, avant de prendre vos claques à la fac pour suivre une maîtrise de lettres à l'université de Picardie. Car l'être se façonne par les lettres, et vous saignez ou sévignez les écrits de Pierre Bourdieu, dont vous vous attelez à déchiffrer la pensée, bon Dieu, et dont la pensée vous invite à penser que tout est finalement habité par un racisme de classe, qui n'a en soi rien de classe. C'est peut-être là que débute votre choix de rester solidaire avec les classes populaires et de délaisser l'idée solitaire d'intégrer une petite bourgeoisie intellectuelle potentiellement délétère. Mais n'allons pas trop vite en besogne. En 1999, à seulement 24 ans, vous déviez les pics et sortez des clous en lançant Fakir, un journal local qui se dit fâché avec tout le monde ou presque et en fait sa marque de fabrique. Lorsque cette même fabrique, Yoplait, ferme à Amiens et ce qui déplaît évidemment à François Ruffin. En 2000, vous intégrez le centre de formation des journalistes, le CFJ, dont vous sortez diplômé en 2003. Au fil de la plume et de l'occasion, vous montez au créneau face à un mal journalisme qui vous exaspère. Vous dénoncez ces petits soldats acquis à l'AFP qui mentent par omission en omettant les ravages de la mondialisation dans le Nord ouvrier. Entre 2005 et 2012, vous rédigez plusieurs articles dans Le Monde diplomatique, puis participez en tant que reporter à des émissions de radio de Là-bas si j'y suis. Là-bas, vous y êtes et constatez peu à peu le délitement du terme de lutte des classes dans la sphère politique, ce que vous décrivez parfaitement en 2008 dans une verve caustique mais attristée dans votre ouvrage La guerre des classes, forme d'arrêt Buffett à ce cher Warren qui se glosait sur cette dernière en se satisfaisant de la victoire de sa classe, celle des riches sur les autres. Pas cool. Mais c'est au moment de la sortie en 2015 de votre premier film, Merci Patron, que le succès et la lumière illuminent votre vie. Dans ce film, vous adulez étonnamment Bernard Arnault, l'incroyable PDG d'LVMH, qui, par son humanité débordante et son souci du bien-être des salariés, se porte tel le Messie au secours des petites gens,
du coup peu clurs, qui ont perdu leur emploi, peu protégés, en raison d'une délocalisation non désirée. Et comment? En leur filant un gros chèque. Que c'est beau. Cette interprétation n'engage bien entendu que son auteur et l'ensemble des étudiants dans cette salle qui veulent encore croire au mythe du gentil patron. Excusez-les, excusez-les. Ils se font goûdiser près de 200 parfums de 100 millilitres de Flowers, garantis sans trop de pesticides, by Kenzo, lorsque le PDG de LVMH, Fragrance Brand, vient les rencontrer il y a quelques mois à cette même tribune. Comment leur en vouloir? Après quelques douces nuits passées debout à République, aux côtés de ce cher Alain Finkielkraut, au printemps 2016, vous revenez en force en lançant votre chaîne YouTube la même année. Au passage, j'ai hâte, mais j'ai tellement hâte, grâce à la 5G, de voir vos bulletins vidéo 44K réalité virtuelle dans mon ascenseur. Et je serais par ailleurs ravi de savoir que ce délicieux portrait, pour lequel je ne suis rémunéré qu'en visibilité, pourra être vu et entendu en live au fin fond d'une cave au Guatemala. Ça fait plaisir. Bref, vous surfez sur le net, puis sur le succès de votre film, et avec cette récompense ultime au César pour ce magnifique documentaire, avant de lancer votre campagne pour les législatives dans la première circonscription de la Somme, remportée face au candidat républicain de la République En Marche, le 18 juin 2017. C'est pareil. À l'Assemblée, vous faites bande à part. Vous qui n'aviez pas été investi par la France Insoumise, mais qui faites partie de leur groupe, vous incarnez cet électron libre, engagé, ni neutre, ni neutron, car ça, pour un antinucléaire, c'est généralement déconseillé. Vous refusez ce travail parlementaire qui fait des représentants de la nation des machines à produire des textes, car vous êtes un animal politique, au sens positif du terme, un homme sincère, courageux, prêt à tout pour faire changer les choses. Vous jouez le trublion, vous faites le tribun, le provocateur, vous exaspérez la majorité, gagnez une réputation d'enfant terrible de l'hémicycle. Mais loin des médias, ce que l'on voit, c'est le rythme de travail infernal que s'impose celui qui n'a pas renoncé à rencontrer les vrais gens. Vous continuez d'écrire la majorité des articles de Fakir, vous rencontrez des ouvriers en lutte de l'usine Goodyear, vous enquêtez auprès des employés de la grande distribution, de la Poste, puis présentez en janvier 2018 une proposition de loi sur le burn-out avant de vous-même frôler la sortie de route. Mais vous êtes aussi un grand amateur de foot. Vous faites jaser lorsque vous portez un maillot dans l'hémicycle, lorsque vous proposez des tournois de six ou de five sous les fenêtres du feu président de Rugy. Mais vous supportez surtout l'Amiens SC, un club de ligue au numéro aussi variable que les positions écologiques de la Macronie, alors que, entre nous, à part au stade, les licornes n'ont jamais été votre truc. Nul besoin de fouiller dans vos poubelles pour trouver quelques informations sur vous. Vous êtes partout dans ce combat spirituel contre l'indifférence, dans cette volonté que vous avez, chevillée au corps, de défendre ces femmes et ces hommes oubliés, destinés à passer à la moulinette de la mondialisation. Car ce thème de l'anticapitalisme demeure pour vous un avantage comparatif remarquable. Vous êtes seul ou presque à demeurer un parlementaire de terrain, un député reporter ancré au réel, vous qui n'aimez pas les écueils de l'abstraction politique. Dans le prolongement du mouvement des Gilets jaunes, vous réalisez le documentaire Je veux du soleil, sorti en 2019, un road movie où vous partez à la rencontre, au volant de votre Citroën Berlingo, tuné, jambes chromées, châssis en H, de ce mouvement de dur à la peine sur les ronds-points et péages de France. Car votre cheval de bataille reste les délocalisations qui, depuis 30 ans, se multiplient et appauvrissent le nord ouvrier français. Dernière en date, Bridgestone et son site de Béthune, où 863 salariés sont menacés de se faire flexer d'office. Et là, je ne parle pas de bureau, mais bien de se retrouver sur le carreau et de recevoir la notification de leur licenciement via Zoom. On n'arrête pas le progrès. N'oublions pas, cependant, que vous êtes aussi un joyeux luron, vous qui sortez des tubes en revisitant la Marseillaise version rocker, ou organisez une énorme soirée pour fêter Macron et ses grandes réussites sociales en 2018, sur des chars et avec quelques merguez. Tout ça renoue avec la douce tradition syndicaliste, ça fait plaisir. Vous qui auriez peut-être rêvé d'un bel after en passant la nuit debout, je vous confirme que vous allez malheureusement la passer assis, à répondre en délicieuse compagnie, mais en terrain hostile, aux questions de Clémentine et Samuel, qui ont tous les deux la chance d'être aux manettes ce soir. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence. Un, deux, ça marche, super, merci. D'abord, merci pour le portrait qui est à la fois décousu et pas si injuste que ça, plutôt pertinent sur bien des aspects. Peut-être, vous avez dit que vous étiez là pour me démarcher. Je pense que la réciproque est vraie. Et je vais expliquer pourquoi je viens ici. Je vais l'expliquer peut-être à travers une anecdote. À un moment, je me trouve à Bourg-en-Bresse pour l'émission Là-bas si j'y suis. Et je suis à la fermeture d'un foyer
où il y a une femme battue qui s'est réfugiée là, où il y a un camionneur qui voit des fantômes sur la route la nuit tellement il fait de kilomètres et tellement il est usé, où il y a un jeune travailleur homosexuel qui a fui son foyer pour se réfugier là, et par baisse des budgets, le foyer va fermer. Et on est début janvier, c'est au moment des vœux à la préfecture, donc ils décident d'aller poser les tentes dans le parc qui est en face de la préfecture. Et moi, je suis au milieu, là, avec d'un côté donc les tentes et des gens qui sont en grande difficulté sociale, de l'autre côté des gens en costume qui rentrent à l'intérieur de la préfecture pour les vœux et les petits fours. Et au milieu, je me dirige vers un indicateur qui, me semble-t-il, joue du Renaud à la guitare et qui distribue les tracts. Je prends le tract et je lui demande, mais alors pour toi, pourquoi tu es là? Il me dit, moi, j'ai le choix d'être là. Je pouvais rentrer à l'intérieur, aller bouffer les petits fours avec les autres, ça pouvait être... Et j'ai choisi d'être solidaire avec ceux qui se trouvent dans le parc devant. Moi, si je viens vous voir, c'est parce que je pense qu'on est d'une classe qui appartenant... J'aurais pu, j'ai raté le concours d'ailleurs de l'SCP, pour information. Mais donc, je n'aurais pas pu. Mais en gros, j'aurais pu être à la com de LVMH. On a le choix. On est une classe, que j'appelle moi la classe intermédiaire, à qui on remet des armes. Le savoir, c'est une arme. Savoir compter, lire des bilans comptables et tout ça, ce sont des armes. Et ces armes-là, on peut choisir de les mettre au service de ceux qui sont dans le parc en face ou au service de ceux qui sont à l'intérieur de la préfecture. Et moi, je viens en effet pour faire une forme de démarchage, pour dire qu'on a besoin de vous. Si demain, il y a le monde qui a transformé par nécessité environnementale et pour la justice sociale, il y aura besoin de personnes à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des institutions qui continuent à penser autrement. Voilà pourquoi je viens vous voir ce soir. Et peut-être que ce que je dirai ne parlera pas à tout le monde, c'est pas grave. Si ça fait mouche chez 3, 4, 5, 10 personnes ici, ça sera énorme et j'aurai rempli ma mission. Merci beaucoup du coup pour ce retour sur le portrait d'Antoine. Donc pour commencer cette interview, on va parler du plan de relance qui a été donc annoncé par le gouvernement début septembre et que vous avez vivement critiqué dans les médias en soulignant son saupoudrage. Et donc vous pointez la nécessité, selon vous, de prioriser certains secteurs tels que l'aliment, les vêtements ou encore les médicaments, tout en protégeant vraiment ces industries. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le protectionnisme, c'est la seule issue possible ? Alors d'abord, ça pose plusieurs questions. Il y a une chose, c'est que pour moi, le protectionnisme, c'est un moyen, ça n'est pas une finalité. On n'arrivera pas vers plus de justice sociale, fiscale, environnementale, si jamais on ne met pas à bas des entraves fortes au libre-échange. Je peux y revenir ensuite, mais maintenant vous m'avez lancé sur le plan de relance. Donc, parce que c'est deux trucs un petit peu différents. Mais le plan de relance, il y a quoi comme mesure centrale? Il y a la baisse de la contribution économique territoriale de 3 à 2%, il y a la baisse de la CVAE, il y a la baisse de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 25%. C'est la continuité de ce qui se fait depuis 30 ans et qui ne marche pas depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on arrose tous azimuts en pensant que ça va germer naturellement en termes d'emploi parce qu'on arrose. Je suis contre, en effet, cette logique d'arrosage, dont on a un dossier qui est clé là-dessus, c'est le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi. Donc c'est énorme les sommes qui sont déversées là-dedans, c'est quand même 20 milliards d'euros par an. Ces 20 milliards d'euros par an produisent, d'après toutes les études, y compris des cabinets rattachés au Premier ministre, produisent aux alentours de 100 000 emplois. C'est-à-dire que c'est 1 million d'euros par emploi par an. C'est-à-dire que si vous faisiez du pur service public, vous pourriez en créer 10 fois plus. Vous pourriez créer 1 million de postes par an juste en créant du pur service public. Donc moi, je pense que là, c'est un gaspillage d'argent public. C'est un gaspillage d'argent public au profit des grandes entreprises, puisque 25% va aller pour les 280 plus grosses entreprises, mais même au profit des autres. Fakir touche du CICE. Peut-être qu'on va bénéficier des mesures, mais ce n'est pas ça qui va nous faire créer le moindre emploi. Donc il faut sortir de cette logique de saupoudrage qui est un vrai truc de gaspillage. Par exemple, demain matin, je serai à Croix, et puis dans mon coin, sur la plateforme logistique de Auchan, pour la suppression des 1400 emplois chez Auchan. Le principal bénéficiaire du CICE, dans le privé, ça a été Auchan, Casino et Carrefour. 3 groupes de grande distribution qui ne sont pas mis en concurrence à l'international, dont on ne voit pas du tout l'intérêt, du coup, de faire baisser les cotisations.
Vous voyez? Et donc, moi, en effet, je suis pour une logique de ciblage qui fasse qu'on se demande si c'est les petites entreprises qu'il faut aider de manière ciblée, si c'est la métallurgie qu'il faut aider, quels sont les secteurs prioritaires, comment on va les faire se transformer. Je suis long, c'est ça? Déjà? Non. Du coup, peut-être que ça vient par la suite, mais plus que la question de la protection, là, ça pose la question de la main invisible du marché. Est-ce qu'on croit que la main invisible du marché va mettre les énergies, les capitaux, le savoir-faire au bon endroit pour nous donner ce dont nous avons besoin? Pour moi, la crise qu'on a vécue ce printemps est la preuve que non. La main invisible du marché ne marche pas. Bon, quand, en plein cœur de la crise, on n'a plus de masques, on n'a plus de blouses, on n'a pas de gel hydroalcoolique, on est en train d'être en pénurie de médicaments, et que moi, dans mon coin, pour l'hôpital d'Abbeville, le gouvernement me renvoie vers une plateforme de B2B, et que je dois rentrer des coordonnées pour essayer d'avoir des surblouses, ça ne va pas. Quand j'interroge Agnès Pannier-Runacher pour lui dire, voilà, là, ce qui se passe concrètement quand on dit qu'on manque d'hypnotiques, qu'on manque de sédatifs, c'est que les médecins sont en train de diminuer les doses de médicaments. Ça veut dire que concrètement, il y a des gens qui sont en train de crever dans la douleur. Et qu'on n'a pas les médicaments, ou insuffisamment, pour qu'au moins ils partent en paix. Et ce qu'elle me répond, c'est, on peut faire confiance à Sanofi. Ben non, je ne fais pas confiance à Sanofi. Je demande qu'est-ce qui est produit, où sont les lignes de production. Pour vous dire que, pour moi, l'un des grands choix qu'on a à faire à l'avenir, c'est est-ce qu'on fait confiance à la main invisible du marché ou est-ce qu'on a une économie dirigée? C'est-à-dire une économie où on canalise les capitaux, l'énergie, le savoir-faire, la main-d'œuvre vers des secteurs qui nous apparaissent collectivement stratégiques. Ça ne veut pas dire qu'on nationalise tout. Économie dirigée, c'est ce qu'a pratiqué Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même avant, pendant le New Deal. C'est-à-dire se demander, si Roosevelt, s'il avait laissé la main invisible du marché faire, on n'aurait pas eu les bombardiers, on n'aurait pas eu les tanks, on n'aurait pas eu les porte-avions qui permettaient de remporter la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce qu'il a eu, de manière énergique, il a canalisé tout ça, les capitaux, l'énergie, le savoir-faire, vers une industrie de guerre, qu'on les a eus et que ça a permis de remporter la guerre. Si on laisse faire la main invisible du marché, on ne remportera pas la guerre climatique. La guerre climatique, je ne dis pas, il y a pour moi un rôle des entreprises et des entreprises privées, des acteurs privés dans cette bataille-là. Mais il faut que ça soit dirigé, qu'on dise vers quoi on canalise notre énergie, pour transformer les transports, pour transformer l'agriculture, pour transformer l'énergie. Ça ne va pas se faire par la main invisible du marché. Il faudra une forte volonté politique qui dirige, qui canalise et qui mette en branle les acteurs privés. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement, à la lecture du plan de relance, on voit que c'est une prise de conscience qui semble être généralisée? Il y a quand même la reconnaissance qu'en effet, il y a une partie, par exemple, des médicaments qui est plus produite en France et c'est extrêmement problématique. Il y a même un budget qui va être alloué à l'approvisionnement de ces stocks critiques. Donc est-ce que ce n'est pas finalement déjà un premier pas vers cette prise de conscience qui a peut-être été amorcée plus tôt dans votre mouvement à vous? Alors, d'abord, le terrain qui me paraît plus critique, c'est le terrain de l'urgence écologique. Et donc, sur le terrain de l'urgence écologique, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Vous savez, sur le plan social, moi, je peux vivre en me disant, bon, il y a des hauts et il y a des bas, ça va revenir et tout ça. Sur le plan écologique, ce qui est détruit ne sera plus reconstruit. On vit avec un compte à rebours dans la tête. C'est une course contre la montre qui est engagée. Donc se dire qu'il y a des étapes, que ça va venir... Là, il y a un rapport du Haut Conseil pour le climat qui est sorti hier soir et qui dit que si on intègre l'importation, le carbone qui est dans nos importations, en fait, on a eu une hausse de 65% depuis les années 90 de notre parc carbone. Il faut réviser notre bilan carbone de plus 65%. Donc voilà, là... On est confronté à une espèce d'urgence. Donc je veux bien dire qu'il y a une prise de conscience et tout ça. Et ensuite, ce que je redoutais dans le cœur de la crise ce printemps, ça s'est traduit cet automne. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que quand ils nous disent relocalisation, et je voyais l'industrie pharmaceutique arriver là-dessus, c'est il faut nous baisser nos charges. Si vous nous baissez nos charges, on va naturellement relocaliser. Et moi, j'y crois pas du tout. Mais du point de vue écologique, il est quand même écrit noir sur blanc que chaque axe de ce plan doit être une contribution à la transition écologique, que vous parlez d'une nécessité de choc climatique, de changer vraiment notre façon de faire. Non, vous n'y croyez pas? Quand je regarde ce que je vous ai énoncé là, pour moi, il n'y a pas de lien
avec la crise climatique, quand on dit qu'on baisse les impôts sur les sociétés de manière uniforme, sans regarder sur quoi ça va porter, qu'il y a encore... Je veux dire, on nous dit ça, il faut quand même avoir les yeux en face des trous et mettre ça en face de ce qui se passe concrètement. Hier soir, en 5 minutes, j'ai appuyé 2 fois sur le bouton contre, sans surprise. La première fois, c'était sur les néonicotinoïdes. C'est quoi? Et je suis le seul élu de la Picardie, terre betteravière, à m'être opposé au retour des néonicotinoïdes. C'est pas facile à porter dans son territoire. Mais je pense que quand on a une disparition de 70% des insectes en 30 ans, il y a un impératif qui dépasse la question économique en l'occurrence. Mais hier, en 5 minutes, on appuie, donc vote pour le retour des néonicotinoïdes, et dans la foulée, vote sur la loi ASAP de simplification administrative, qui veut dire, dont l'un des pans est quand même un dumping sur le plan industriel, parce que c'est la possibilité pour les industriels de s'installer en ayant moins de contrôle à l'installation. C'est l'inverse de ce qui s'est passé, ce qui aurait dû être la leçon de Lubrizol. Donc pour l'instant, je veux bien qu'ils disent à chaque fois que leur priorité c'est l'écologie. En vérité, c'est toujours Bercy qui décide. C'est toujours l'économie qui aujourd'hui décide. Et d'autant plus sans doute, après c'est quelles leçons on va réussir à en tirer. C'est pas seulement sur le plan théorique des leçons, mais quelle bifurcation on va vraiment avoir. Est-ce que c'est le ministère de l'écologie qui va avoir la main? Ou bien est-ce que tous les dossiers vont continuer à passer par Bercy? Quand je vois l'absence de Barbara Pompili hier sur les bancs de l'hémicycle, sur la loi néonicotinoïde, c'est quand même un symptôme qui nous en dit beaucoup. Donc on peut tout faire passer en disant, bon, finalement, c'est pour l'écologie qu'on fait les baisses d'impôts et tout ça. Moi, ça ne me convainc pas, à la surprise générale. Bon. Donc vous exprimez donc un besoin d'un dirigé étatique, mais vous avez reconnu le rôle important des entreprises et notamment des grands groupes. Et en préparant l'interview, ce qui moi m'a marqué, c'est quand même une stigmatisation des grands groupes français du CAC 40, des grands patrons. Alors à juste titre parfois, mais accepteriez-vous de reconnaître qu'ils seront un atout essentiel pour la France, puisque l'enjeu des décennies à venir, ça va être l'insertion de notre pays dans les nouvelles chaînes de valeur décarbonées. Et vous parlez de l'écologie, c'est ces grands groupes-là qui seront à la manœuvre et qui pourront faire les investissements nécessaires à notre insertion dans ces nouvelles chaînes de valeur. Alors d'abord, je conteste le terme de dirigisme étatique. Je pense qu'il faut une économie dirigée. Après, une grande question se pose à nous, c'est comment on introduit de la démocratie dans la direction. J'ouvre la parenthèse comme ça, mais je pense que allez-y. C'est une question importante. Non. Ensuite, non, les grands groupes, je suis désolé, mais c'est pas grave, c'est mon rôle ici. Il faudra les combattre pour qu'ils le fassent. Il faudra les combattre pour qu'ils le fassent. J'avais ce matin, sans doute le meilleur d'entre eux, on va dire, qui était Emmanuel Faber, le PDG de Danone. Si la direction des grands groupes, elle demeure la même, c'est-à-dire que le conseil d'administration et l'assemblée générale n'y sont présents que des actionnaires, qu'est-ce qui va sortir derrière? Ce sont de manière prédominante les intérêts des actionnaires, avec une marginalisation des enjeux sociaux, fiscaux et environnementaux. Comment on les force? Comment on les force? Bon, alors moi, je suis partisan. D'abord, alors là, je vais vous dire un truc. Bon, je ne sais pas si je devrais le dire, mais je ne vais pas le dire. Comment on les force? D'abord, moi, je pense que dans les conseils d'administration des grandes entreprises, il ne doit plus y avoir une majorité pour le capital. Il faut que l'intérêt général soit représenté par une somme d'intérêts différents. Donc je n'exclus pas une présence du capital au conseil d'administration, mais je souhaite qu'il y ait une présence des salariés, une présence des consommateurs, une présence des organisations non gouvernementales, une présence des associations environnementales, et ainsi de suite. Et je pense que c'est la somme de ces... On a affaire à des géants, les groupes du CAC 40, qu'ils soient français, chinois, américains, qu'importe. On a affaire à des géants qui peuvent décider du sort de régions entières, du sort de milliers, de centaines de milliers de personnes. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas accepter que ça soit laissé strictement entre les mains des actionnaires. Donc voilà, la première mesure pour moi est une réforme profonde de la gouvernance des entreprises en imposant qu'il y ait d'autres regards à la direction de l'entreprise que celle de l'intérêt des actionnaires. Est-ce que ça pourrait passer par l'actionnariat salarié, par exemple? De manière extrêmement marginale. Mais je ne vois pas pourquoi le salarié
aurait le droit de siéger, de participer à la direction de l'entreprise seulement en tant qu'actionnaire. Ou à la fin, même si on lui confie de l'actionnariat salarié, au mieux, il arrivera à 1%, 2%, 3% de sa boîte, quand les investisseurs institutionnels, là, chez Danone, les investisseurs institutionnels, donc les fonds de pension et compagnie, c'est 71% du capital. Vous voyez ? Justement, ce qui pouvait paraître un peu choquant, c'est de voir notamment les dividendes qui ont été annoncés de la part de grands groupes, alors qu'on est en plein cœur de la crise du Covid. Que proposez-vous en termes de législation, en termes de réglementation au sujet de ces dividendes? Est-ce qu'il faut également interdire les licenciements? Que proposez-vous réellement pour changer justement cette gouvernance? Des amendements, il y en aura des centaines pendant le budget. Donc, je veux dire... j'ai un chiffre en tête. Il y a 20 ans, une action était gardée 5 à 6 ans. Maintenant, une action est gardée 22 secondes. C'est-à-dire qu'on a un rétrécissement de notre horizon. L'horizon financier est un horizon qui nous rétrécit en permanence. Alors que, à l'inverse, ce dont on aurait besoin si on prend la transition écologique ou le choc écologique, parce qu'on n'a plus le temps de la transition, au sérieux, ça réclamerait au contraire d'avoir un allongement. Donc, il faut absolument qu'à côté d'un actionnaire qui est cupide, et vous savez, moi, les grands patrons, je le disais ce matin à Emmanuel Faber, je ne considère pas que les patrons sont méchants, ça n'a rien à voir avec de la morale. Les patrons, moi, je suis élu par mes électeurs dans mon coin. Les patrons, ils sont élus par une assemblée générale d'actionnaires. Le but de l'actionnaire, c'est d'avoir des dividendes. Et justement, c'est une promesse. Donc, est-ce que ces patrons peuvent se défaire de cette promesse? Non, mais justement, je pense que si on bouleverse pas ça, et si on ne leur donne pas comme autre patron aux patrons que les actionnaires, on ne s'en sortira pas. C'est structurel. C'est pour ça qu'à l'intérieur des entreprises, il faut d'abord qu'il y ait une pression de l'État. Je veux dire, l'État a quand même des moyens. Moi, je dis, les pneus Bridgestone, plus un pneu Bridgestone vendu en France. Nokia, pas un seul contrat avec les opérateurs Nokia en France. Vous voyez, si là, maintenant, l'État se retrouve à être hyper puissant quand il s'agit d'aller nous interdire de pisser à plus d'1 kilomètre de chez nous par temps de confinement, et je ne le remets pas en cause. Je ne le remets pas en cause. Mais donc là, il est un lion, et d'un seul coup, ça devient une carpette quand il s'agit de faire face aux multinationales avec on ne peut rien faire. Chez Luxfer, pour vous dire l'attitude de l'État, on a un État qui laisse faire, c'est Ponce Pilate, qui regarde faire. Et on sait de quel côté sont les puissants et de quel côté sont les faibles. Chez Luxfer, qui produit des bonbonnes de gaz, des bonbonnes à oxygène, donc utilisées par les pompiers et utilisées par les hôpitaux. Vous voyez les bonbonnes? Bon, ils produisaient ça à côté de Clermont-Ferrand, il me semble à Gerza. Les syndicats montent un plan parce que l'actionnaire il décide d'aller délocaliser en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Bon, et eux, ils montent à Bercy. La réponse de la personne chargée des restructurations à Bercy, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez? Un actionnaire, c'est comme un enfant. Quand il a décidé de casser son jouet, on ne peut pas l'en empêcher. Eh ben, je considère que si, là, il y a une responsabilité de l'État de dire je peux empêcher, j'empêche. Mais du coup, l'actionnaire, à part apporter des fonds à l'entreprise, si on lui enlève tout pouvoir de décision, comment on fait pour conserver des actionnaires et pour encore attirer des actionnaires dans les entreprises? D'abord, il faudrait savoir si aujourd'hui la bourse, c'est quelque chose qui est rentable pour les entreprises elles-mêmes. Une boîte comme MJ est une boîte qui sort plus de dividendes qu'elle n'engrange de bénéfices, sans parler même. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie française, ce qui se passe depuis 30 ans, c'est sans doute pas bon pour les salariés en termes de répartition de la valeur ajoutée, mais ce qui est catastrophique, c'est en termes d'investissement. Il y a un non-investissement dans l'outil de travail parce qu'il y a une voracité des actionnaires. Donc, c'est l'outil de travail en premier qui est... voilà, la clé, elle est là. Donc il faudrait en quelque sorte libérer les entreprises de cette espèce d'otage en fait, vis-à-vis des actionnaires. Mais oui, c'est évident qu'il faut que vous dites, s'ils n'ont plus aucun pouvoir, je n'ai pas dit ça moi, j'ai dit qu'ils pouvaient avoir des sièges au conseil d'administration, hein, mais s'ils ont tout pouvoir, il faut comprendre que la monarchie absolue, on l'a vaincue dans la cité, mais on l'a encore dans l'entreprise. Jean Jaurès le disait, la République a fait le citoyen roi dans la cité et il l'a maintenu serf dans l'entreprise. Peut-être qu'il y a eu, à des moments du XXe siècle, quelques petits progrès en la matière. Mais en gros, c'est ça. Et là, on a une monarchie absolue de l'actionnaire, dont j'espère
qu'elle apparaîtra comme un truc dépassé, archaïque, d'ici quelques décennies. Mais j'en suis pas sûr. Parce que d'ici quelques décennies, ces actionnaires-là, ils sont capables de nous avoir envoyé, entre autres, droit dans le mur écologique. Bon, si on passe sur un autre thème, toujours dans l'économie, mais j'aimerais parler du modèle social français. On entendait le président, donc Emmanuel Macron, s'étonner qu'avec ce pognon de dingue qu'on déversait, les gens restaient pauvres. Alors moi, ce que je me demande, c'est la solidarité nationale, elle a une réalité, 34% de la richesse nationale. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on soit autant décrié, qu'on parle encore d'un modèle social en déroute, d'un ascenseur social en panne, etc., que les choses ne s'améliorent pas? Quelle est votre analyse là-dessus? D'abord, je veux vous dire qu'il faut mesurer ce qui a été réussi par notre pays quand il a décidé de s'en donner les moyens. Pendant des millénaires, vieillesse, vieillir, a signifié misère dans les classes populaires, depuis la préhistoire. C'était soit on vieillissait quand on avait la chance de vieillir, c'est au crochet de ses enfants, soit on terminait dans un hôpital. Voilà comment on vieillissait. En 1945, dans le programme du Conseil national de la résistance, Ambroise Croizat le met en œuvre partiellement, un vaste plan de sécurité sociale avec, entre autres, les retraites à l'intérieur. Ce genre de mesures-là, pour qu'elles se mettent en œuvre, il faut une génération. On en voit les effets dans le courant des années 70. Qu'est-ce qui se passe pour la première fois dans le courant des années 70 ? Pour la première fois dans toute l'histoire de notre pays et dans l'histoire de l'humanité, on a le taux de pauvreté des personnes âgées qui passe sous la pauvreté de la moyenne nationale. Voilà ce que réussit la solidarité quand elle le décide, quand elle le veut. Et ça fait 30 ans qu'on ne décide plus d'avoir des grands objectifs en matière de solidarité. On décide de mettre des cautères sur des jambes de bois. Mais par exemple, je vais donc aborder un autre sujet. Je suis dans un lieu pour une jeunesse qui est une jeunesse privilégiée, mais je suis dans un lieu qui est là pour la jeunesse. Je pense que de la même manière qu'on a mis en place une retraite, on a décidé de quoi en fait ? On a décidé de faire passer la retraite d'une solidarité familiale subie à une solidarité sociale, nationale, choisie, volontaire. Je pense qu'aujourd'hui, de la même manière, sur la jeunesse, il y a un saut qui doit être fait de cette manière-là. Aujourd'hui, la jeunesse, on a des parcours dans la jeunesse qui sont extrêmement variés, parce qu'il y en a qui ont, c'était mon cas, les parents ont les moyens d'abonder pour des études, de voir financer un logement pour se déplacer à Paris, et ainsi de suite, et vous en avez d'autres où il n'y a pas les moyens. C'est un facteur d'inégalité majeur. Et là, je pense qu'un enjeu à venir, c'est de positionner qu'on doit faire passer la solidarité à l'égard de la jeunesse d'une solidarité familiale à une solidarité sociale, une solidarité nationale. Et peut-être que ça changera des choses. Mais voilà, il faut se fixer des objectifs qui soient des objectifs ambitieux. En voilà un. Merci. Donc, on va peut-être passer maintenant au deuxième temps. Je crie, hein, c'est ça? Non, pas du tout. On me le dit beaucoup en commission. Mais justement, donc depuis 2017, vous défendez avec ardeur et passion vos points de vue anti-Macron à l'Assemblée. Toutefois, n'ayant pas la majorité, votre marge de manœuvre semble quand même assez restreinte. Est-ce que vous ne vous sentez pas frustré de cette marge de manœuvre parfois étroite? Et est-ce que vous vous sentez véritablement utile au sein de cette opposition? Oui. Ben, je veux dire, moi, je peux me comparer avec si j'étais à l'Élysée, mais ce n'est pas tout à fait le point de vue que j'adopte. Non, on l'a dit, moi, je faisais mon petit canard dans mon coin sur les contrats emploi solidarité, sur les intérimaires, et il se trouve que depuis que je suis à l'Assemblée nationale, c'est comme si, pour dire la même chose, j'avais une légitimité et en fait un porte-voix qui était bien plus important. Donc, et je ne me suis pas fait d'illusions en entrant à l'Assemblée nationale sur ce que je pourrais faire. J'ai dit à mes électeurs, vous savez, avec moi, il n'y aura sans doute aucune de mes propositions de loi qui passera et peut-être même pas un amendement. Bon, je suis à 99,73% d'amendements rejetés. Mais je leur ai dit en toute franchise. Par contre, on a un autre rôle, c'est la fonction tribunicienne. Qu'est-ce que c'était le tribun du peuple sous les Romains? Je ne suis pas un spécialiste de la civilisation latine, hein. Mais c'était un envoyé dans le Sénat aristocrate pour venir porter une autre parole.
eh bien, je pense que, comme promis à mes électeurs, cette fonction tribunicienne, je la remplis. Quand il y a, par exemple, le cas Bridgestone, le fait de pouvoir intervenir le matin même en disant « Moi, les larmes de crocodile du gouvernement là-dessus, ils ont qu'à prendre des mesures. Qu'est-ce qu'ils font pour la relocalisation du pneumatique? Ils font rien du tout. » J'aurais pu dire la même chose il y a un an, ou bien le dire sans être député, personne ne m'aurait écouté. Je ne dis pas que ça change aujourd'hui. Dans l'ordre matériel des choses, je ne change pas grand-chose. Après, je change quelque chose dans l'ordre spirituel des choses. Je pense que j'ai une fonction spirituelle. Quand les gens me voient dans la rue, ils me disent ça nous fait du bien, vous nous faites respirer. En fait, les gens se sentent quoi? Ils se sentent représentés. Et c'est ce que je m'efforce de faire, au fond, ce que je m'efforçais déjà de faire à Fakir à travers mes articles, les émissions de radio, le film. C'est presque un terme représentation qui est un terme pictural, mais de porter une parole et que les gens, à ce moment-là, sentent qu'ils existent sur la scène publique. Et je sais, moi, ayant été adolescent, à quel point je me suis senti frustré, non pas seulement de ne pas accéder à une parole publique, mais qu'il y ait personne qui, dans l'espace public, porte cette parole-là pour moi. J'espère, je pense, en tout cas, qu'il y a une fraction de la population qui, aujourd'hui, a l'impression, à travers des interventions sur les femmes de ménage, à travers une proposition de loi sur l'année blanche pour les intérimaires et les extras, et ainsi de suite, je pense qu'il y a une fraction de la population qui se sent d'habitude exclue de l'espace politique et qui, je l'espère, se sent un peu plus représentée. Et comme vous l'avez dit, par exemple, dans votre dernier bulletin ou encore tout à l'heure, vous allez, là, dans les prochaines semaines, préparer des dizaines d'amendements, notamment sur le budget, avec l'espoir que ça puisse avoir des vrais retentissements. Mais est-ce que vous pensez que, justement, ce rôle d'opposant, où il y a évidemment une fonction représentative, est-ce que ça a eu, chez vous, un impact sur vos convictions? Est-ce que vous avez moins d'espoir aujourd'hui? Est-ce que vous réussissez vraiment à vous contenter de cette fonction de porte-parole? On verra. Vous savez, je vais dire deux choses. D'abord, moi, il y a la formule de Gramsci qui me convient très bien. Je ne suis pas un homme plein d'espoir qui dit le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Donc voilà, je ne suis pas fait d'espoir tous les matins. C'est la première chose. Et ensuite, ça a quand même un côté décomplexant parce que moi, je ne me serais pas senti devenir ministre d'un seul coup ou je n'ai pas les bons diplômes mis dans le bon ordre. Bon. Après, il y a des moments qui sont quand même des moments décomplexants. Le moment où j'ai décidé de devenir député, que je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi, c'est parce que je suis allé voir la députée de mon coin et j'ai eu un entretien avec elle pour Fakir et je l'ai trouvé nul. J'ai titré l'entretien « Ma rencontre avec le vide ». C'était sous Hollande, en plus, voilà, je n'ai pas d'hostilité particulière à l'égard de cette personne, mais du coup, quand je suis sorti de là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et au fond, quand je vois des gens qui siégeaient à nos côtés, entre guillemets, pas loin dans les bancs, dans l'hémicycle, mais du côté d'En Marche, mais près de chez nous, qu'on les entendait pas, et quand on les entendait, c'était pas, ça faisait pas vibrer les cœurs, quoi. C'était pas transcendant. Hein? C'était pas transcendant, et que après, vous les voyez appeler pour être secrétaire d'État en bas, là vous vous dites, ouais, d'accord, pourquoi pas moi? Et je vais vous dire même plus profondément, quand j'ai trouvé leur nullité à gérer la crise sur le plan industriel pendant tout le printemps. Et là, je dis, ouais, mais pourquoi pas nous? Voilà, je ne dis pas qu'on a toutes les clés en main et tout ça, mais quand je vois que dans ce cœur-là, on n'est pas capable de prendre des mesures pour avoir les masques, le gel hydroalcoolique, ou bien pour stimuler même la population pour qu'elle se mette en branle là-dessus, je me dis, pourquoi pas nous, quoi. Alors je pense avoir compris comment vous voyez votre rôle de député d'opposition, une sorte de tribun. Moi, je pense que vous n'êtes pas assez ambitieux. J'ai écouté il y a quelques jours une tribune sur France Inter de Geoffroy de la Gannerie, je ne sais pas si ça vous parle, qui sort récemment Sortir notre impuissance politique. Et lui, il explique la situation dans laquelle se trouvent les forces de gauche pour produire des ruptures paradigmatiques. Et je vais être pris par la gauche quand même, là. Bon. Et ce qu'il explique, c'est que l'espace de la contestation, je vous entendais au micro de Jean-Jacques Bourdin, qui vous demandait, mais ne pensez pas que dans ces temps troublés, manifester, c'est peut-être pas le moment opportun. Vous dites, mais écoutez, pour moi, il est toujours temps de manifester. Et ce qu'il explique, c'est que l'espace de la contestation actuellement, les manifestations, les grèves, deux moyens d'expression selon lui, mais pas d'action. Ces deux moyens-là, ils piègent la gauche, parce que selon lui, déjà, ils sont plus efficaces, et puis, au lieu de rassembler, de fédérer, de produire cette convergence des luttes que vous appelez de vos voeux, il oppose des gens qui devraient normalement se sentir concernés et donc il vous piège à double titre. Alors,
est-ce que vous jugez les luttes sociales efficaces? Et est-ce que, vous avez pénétré donc, le système politique récemment, est-ce que vous trouvez que cette chambre d'enregistrement des vœux du président, hein, pour appeler l'Assemblée nationale, est-ce que vous trouvez que le système vous offre assez de possibilités d'action? Je veux dire, d'abord, pour ce qui est de la rue, parce que vous me posez la rue et les urnes, ou bien l'Assemblée et la rue. Moi, je mesure la résignation qui a cours dans notre pays. Je la vois, je me sens enlisé là-dedans, embourbé. Je vois la peur. On ne comprend rien aux classes populaires aujourd'hui si on ne place pas le mot peur au centre. C'est la peur qui règne sur les cœurs. Je le savais pendant ma campagne, je disais mon adversaire, c'est toujours la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Et on a un énorme combat à mener là-dessus. Alors maintenant, venir dire aux quelques personnes qui ont encore le courage d'aller porter un drapeau dans la rue, non, il ne faut plus y aller. Demain, il y a 1400 personnes de licenciées chez Auchan, mais demain, n'allez pas manifester devant la plateforme logistique d'attaque ou n'allez pas manifester à Croix devant le siège social de l'Empire Mullier. Bon, je ne vais pas dire ça. On voit l'extrême limite de ça. Bon, moi, je crois aux masses. Je crois que si on n'a pas un mouvement avec du monde, on n'y arrive pas. Maintenant, comment on le déclenche? J'ai pas de magie, j'ai pas d'instrument magique. J'ai vu ce moment magique. Pour moi, les Gilets jaunes, j'ai fait un film dessus parce que j'ai considéré que c'était un mouvement magique. C'était le 17 novembre, et il faut garder cette date en mémoire. Le 17 novembre, j'ai vu se produire ce que j'attendais, moi, depuis 20 ans dans mon coin. C'est-à-dire des gens qui étaient silencieux ou bien qui murmuraient devant leur frigo trop vide, avec honte, parce qu'ils ne pourraient pas payer de vacances à leurs enfants. Et c'était les silencieux qui devenaient bavards, c'était les résignés qui se mettaient à espérer, c'était les invisibles qui devenaient hyper visibles avec des gilets jaunes sur les ronds-points. Mais ça, c'est un espèce de miracle que vous ne pouvez pas prévoir. Et en revanche... encore moins contrôlé parce que c'est sorti des réseaux sociaux. Bah heureusement, moi je ne cherche pas à contrôler, vous savez, par contre... Oui, mais vous cherchez à susciter au moins. Vous auriez bien aimé être l'instigateur de ce genre de mouvement. Non, ça ne me dérange pas. Moi, je n'ai pas contrôlé ce que les gens ont envie de faire dans le pays. Contrôler, mais voilà, au moins pousser. Si jamais, en revanche, quand je vois que c'est en train de monter et qu'il y a un truc qui, pour moi, est positif, qui est en train de monter, c'est aider pour qu'ils soient accompagnés, pour qu'ils puissent surgir, pour que, voilà, et pour dire aux gens qui se retrouvent sur les ronds-points que, pour moi, ils ont une légitimité à y être. Donc voilà, mais moi je ne cherche pas à contrôler, je ne me considère pas comme celui qui doit être le déclencheur de la révolution. Je ne suis pas Lénine, quoi, tu vois. Bon. Mais vous rêvez que le mouvement des Gilets jaunes reprenne? Non, j'y crois pas en tant que tel, moi. Je pense qu'il a vécu ce qu'il devait vivre sous cette forme-là. En revanche, que demain, ça soit l'un des biais... vous savez, si on avait le temps avec nous, je serais confiant. Je serais confiant sur l'avancée dans la durée de nos idées. Je suis confiant dans l'absolue usure de leur monde. Que maintenant, quand on dit concurrence, croissance, mondialisation, ce sont des mots qui, dans les années 80, étaient investis d'une magie, qui est suscité de l'enthousiasme chez les gens, qui était prononcé par Catherine Deneuve dans les publicités, et que maintenant, les mêmes mots, croissance, concurrence, mondialisation, ce sont des mots qui effraient, ce sont des mots qui inquiètent, et ce ne sont pas des mots qui suscitent une aspiration. On vit, pour moi, ce que Gramsci appelle le détachement de l'idéologie dominante. On est dans ce moment où les gens se détachent de cette idéologie dominante. Par contre, là où ça ne va pas, pour moi, y compris sur... Il y a un espace pour parler de la relocalisation et tout ça. Ce qui ne va pas, on aurait le temps. Je vous dirais qu'on va gagner la bataille des idées, qu'on va gagner la bataille sociale, qu'il y aura des forces qui nous rejoindront, parce que je suis confiant de ça dans la durée. Mais le problème, c'est que dans la durée, on ne l'a pas. Et qu'on est face à une course contre la montre. Et là, s'il s'agit de résoudre quelque chose dans les prochaines décennies, je ne suis pas du tout confiant là-dessus. L'horizon long, sinon, si on avait un horizon long, je suis confiant d'un mouvement de balancier qui peut repartir dans l'autre sens. Alors après, est-ce qu'on a suffisamment d'actions? Non, évidemment. Je veux dire, on est dans une 5e République qui est hyper centrée, et Macron a encore plus concentré les pouvoirs entre ses mains, d'un hyper décideur tout là-haut. Ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas déjà parce que je suis député d'opposition, mais ça ne me convient pas en soi comme citoyen de ce pays où on a l'impression d'une monarchie républicaine renouvelable tous les 5 ans. Sur un gilet jaune, il y avait marqué faire l'amour une fois tous les 5 ans, ce n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. Et ça me paraît assez juste, quoi. Et donc question
question provocante. Vous croyez vraiment au mouvement social? Parce que quand on vous entend parler, et quand vous parlez du président Macron, vous présentez un personnage qui est borné, qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas être en empathie avec les gens, parce qu'il est programmé pour être froid, réfléchir avec une calculette. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que la lutte, que les grèves, que les manifestations arriveront un jour à bout? D'abord, est-ce que c'est ce que je vous ai dit depuis le début de Non, mais vous avez la conviction que si vous aviez le temps, ah non, mais la balance. Non, mais attendez, mais c'est pas Macron. Hein, là, quand je dis on a le temps, pour moi, on se situe dans un mouvement historique qui peut prendre des décennies et des décennies, 50, 60 ans, où on a eu un après-guerre qui était dans la foulée du keynésianisme avec des régulations. On a eu ensuite la victoire de Milton Friedman et des siens qui est passée par un certain nombre d'étapes et qui a pris plusieurs décennies. Je vous ai décrit le mouvement sur les retraites. Depuis 1993, sur les retraites, ça repart en sens inverse. Moi, je suis convaincu que dans la durée, il y a moyen, il y a l'usure de leur monde et il y a des choses à faire en face. C'est pas le souci. Mais là, donc c'est pas le problème. Maintenant, est-ce que vous dire, c'est pas sous l'ère Macron qu'il va y avoir des grèves de tout ça? J'y crois pas, si c'est ça la question. Mais alors, moi, je crois à la rue et aux urnes. À la rue et aux urnes. Le Front populaire, ça a été les urnes, victoire de la gauche aux élections, et derrière, ça a été la rue. Parce qu'il n'y aurait pas eu la rue, il n'y avait pas les 40 heures et les congés payés. Donc voilà, le problème de mai 68, c'est qu'on a eu la rue, on n'a pas eu les urnes. Le problème de mai 81, c'est qu'on a eu les urnes et on n'a pas eu la rue. Donc moi, demain, ce à quoi j'aspire, c'est les urnes et la rue. Parce que si demain, on a un bon gars vraiment convaincu, féministe, antiraciste, anticapitaliste, tout ce qu'on veut, avec tous les listes sympathiques, qui arrive à l'Élysée, s'il est tout seul là-haut, même avec son gouvernement, il aura affronté le MEDEF, il aura affronté le Sénat peut-être, il aura affronté peut-être le Conseil constitutionnel, il aura affronté la Banque centrale européenne, il aura affronté la Commission, il aura affronté l'Organisation mondiale du commerce, il aura affronté le Fonds monétaire international. Si derrière, il n'y a pas un puissant mouvement populaire qui dit c'est ce qu'on veut, il faut le faire, il n'y aura pas grand-chose qui se fera. Et ça ne sera pas seulement de la faute du gars qui aura été envoyé là-haut, c'est parce qu'il n'y aura pas eu la poussée populaire pour l'accompagner. Donc moi, si vous me demandez le fond, c'est les urnes et la rue. Après, on ne sait pas comment peuvent se produire les choses une fois qu'il y a le déclenchement. Je ne sais pas, j'ai pas là une citation de Simone Veil, avec un W, la philosophe, qui en 1936 est dans les usines, il me semble, de Renault-Billancourt, et qui assiste d'un seul coup à tout ce que les gens ont pris sur eux en termes de résignation, presque de flagellation, de s'astreindre à l'usine, et d'un seul coup, c'est une libération. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Je veux dire, nous, on est condamnés aussi des fois à faire un espèce de pari de l'impossible. Je l'ai vu le 17 novembre, je vous le disais, il y a 2 ans, le 17 novembre 2018, j'ai vu ces gens qu'on ne voit jamais arriver sur les ronds-points, et avec ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, mais que je réalise depuis. Je ne sais plus pourquoi j'ai dû écrire un article qui m'a fait réfléchir à ça. Mais c'était au-delà de l'exigence d'égalité, de tout ça. Il y avait au fond quelque chose chez eux qui était de l'ordre d'une libération. Voilà, on sort, on s'émancipe, on va dehors. Et voilà, j'espère revivre ça encore quelques fois dans mon existence. Oui, parce que maintenant qu'ils sont sortis, maintenant qu'il y a eu cette libération, il se passe quoi? Non, mais vous savez, on peut dire la même chose, on aurait pu dire la même chose de mai 68, on peut dire la même chose... Oui, mais justement, après mai 68, il y a quand même eu des décisions sociales, non libérales, justement, après ça. Pardon? Il y a quand même eu, après ça, après mai 68, des décisions ultra-libérales qui nous conduisent aujourd'hui. Après, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Après mai 68, il y avait continué d'y avoir... D'ailleurs, bon, tiens, je vais rejoindre l'un de mes thèmes, si j'en y reviens pas. Mais il y a quand même une très grande poussée populaire qui a continué après mai 68. Dans mon coin, dans le Val-de-Nièvre, Flics Secours et tout ça, là où il y a du tournage de Merci Patron, entre autres, il y a eu des conquêtes ouvrières, notamment dans les boîtes du textile. Donc il y a eu, continue à y avoir, même sur les ACDIC, sur enfin c'était pas Pôle emploi à l'époque, mais sur les droits au chômage, on a continué à aller même sous la droite, à obtenir des petites conquêtes sociales pendant toutes les années 70, débouchant finalement sur les lois Auroux en 1982 et tout ça. 1975, donc mon année de naissance, c'est l'année où il y a cette poussée, où Samuel Huntington
qui est un intellectuel ultralibéral américain, pond un rapport pour la commission trilatérale qui rassemble les élites japonaises, américaines et européennes, qui s'appelle Crise de démocratie. Quand il l'énonce, en fait, c'est un peu comme une crise de foi chez lui, c'est-à-dire qu'il y en a trop. Il dit, voilà, on a un problème aujourd'hui, c'est que les gens prennent au sérieux la démocratie. Résultat, les gouvernants ne peuvent plus gouverner tranquillement, les dirigeants ne peuvent plus diriger, donc qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut instaurer de l'apathie politique. Il s'est écrit tel quel dans le rapport de Huntington. Et la même année, se mettent en œuvre les premiers accords multifibres. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les accords multifibres, ce sont des accords sur le textile qui permettent la délocalisation, d'abord vers le Maghreb, vers Madagascar, puis ça va être vers l'Inde et la Chine. Les deux sont liés. Ça va être une arme majeure dans mon coin que, en 10 ans, le textile, il est éliminé de la carte, chez moi, dans la Somme. 1975, c'est le sommet de la production textile dans la Somme. En 10 ans, il n'y a presque plus rien. Et du coup, ce printemps, on n'est même plus capable de produire des surblouses. En 10 ans, c'est éliminé parce qu'il y a eu la signature des accords multifibres. Alors sans doute, ça restaure un peu de plus-value pour le patronat du textile, les Mulliers, qui étaient un patronat du textile, mais surtout, ça fait la création d'un rapport de force qui éteint la pression populaire et qui éteint la démocratie, qui instaure l'apathie politique. Et là où j'avance dans ma réflexion sur le protectionnisme, je ne sais pas si on y revient derrière, mais du coup j'en remets une bille, c'est que le protectionnisme, enfin la mondialisation a été une machine à dumping social, fiscal, environnemental. Je pourrais vous le démontrer en long, en large et en travers. Mais au-delà de tout ça, et c'est seulement ce que je comprends maintenant, c'est une machine à dumping démocratique. C'est-à-dire que ça interdit, au fond, d'avoir une discussion sur ce qu'on veut faire dans la société, parce que ça nous est imposé par le biais de la concurrence. Les néonicotinoïdes, vous n'avez pas le choix, puisque la Belgique l'a fait, l'Estonie l'a fait, la Pologne l'a fait, donc il faut s'adapter, il faut le faire. La baisse des impôts, l'impôt sur les sociétés, il était de 50% au milieu des années 80, il va passer là donc à 25%, il est de 12% pour les multinationales et de 9% pour les entreprises du CAC 40. Eh bien, il faut continuer de les diminuer, parce que sinon on n'est pas compétitif. Les salariés, chez moi, dans mon coin du pneumatique, il faut qu'ils acceptent de revoir leurs horaires, parce que s'ils n'acceptent pas de revoir leurs horaires, la même usine, la même boîte que je ne cite pas, mais en Pologne, elle va être beaucoup plus compétitive. Et donc, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, au-delà de ces dumpings-là, ça produit un dumping démocratique qui nous empêche, y compris par exemple sur la 5G, de nous demander ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On n'a pas le choix. Comme la Chine le fait, comme la Corée du Sud le fait, il faut le faire. Donc je pense que la mondialisation a introduit surtout ce dumping démocratique et cette impossibilité de choisir ensemble ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire. Mais justement, quand on entend, par exemple, dans votre reportage Je veux du soleil, on entend des propos de la part de gilets jaunes qui sont extrêmement violents, évidemment, à l'encontre, par exemple, du président Macron. Et vous-même, dans votre livre, Ce pays que tu ne connais pas, vous exprimez ce rejet personnel du président. Vous écrivez notamment que c'est physique, c'est viscéral, c'est très mal, je ne m'en vante pas, mais ce rejet, nous sommes des milliers à l'éprouver. Est-ce que pour vous, vous le dites vous-même, c'est mal? Est-ce que c'est le rôle d'un député que de tenir de tels propos dans un contexte social aussi polarisé? En tout cas, c'est une sincérité d'écrivain. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Oui, mais est-ce qu'on doit... Moi, j'écris un livre qui est un livre d'écrivain. Et je suis d'abord un écrivain qui est devenu député avant d'être un député qui se demande en permanence qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, est-ce que ça colle. Enfin, vous voyez le truc. Et en effet, je sais qu'en écrivant ces lignes-là, c'est choquant. Mais je le dis, c'est très mal, c'est pas bien. Mais ceci dit, il y a des physiques qui incarnent une classe. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a des physiques qui incarnent une Bah oui, classe, c'est-à-dire on porte, je veux dire, on porte qui on est, on le porte sur soi. Que vous le vouliez ou qu'on ne le voulait pas, quand vous voyez des gueules au cinéma, vous savez malheureusement, à travers leur physique, de où ils viennent. Mais c'est quand même assez problématique de tenir ce type de propos. Par exemple, vous écrivez aussi « C'est vrai, à ce seul nom de Rothschild, sans chipoter, je vous avais classé, je cite, salopard de banquier ultralibéral, comme vous ironisez vous-même. » Est-ce que vous ne pensez pas que de tels propos, que ce soit les propos d'un écrivain, vous êtes aussi quand même député, est-ce que finalement ça ne condamne pas un potentiel dialogue entre ces deux mondes où le fossé semble de plus en plus grand, entre à la fois le monde des cortèges et des grèves et les patrons et les politiques? Non, alors,
salopard de banquier ultralibéral, cette diatribe, c'est quand même Macron lui-même Oui, je qui sais. le dit. Hein. Bon, donc bon, Vous le reprenez. moi, je veux dire, de dialogue avec Macron, c'est pas gagné. C'est Mais certain. allons Non. au-delà de Macron. Non, mais au-delà de Macron, je pense que je suis capable, et même j'ai un plaisir. Je viens ici, moi je ne me suis pas fait prier pour venir ici. Hein. Je viens ici parce que j'ai un plaisir à discuter avec des gens qui ne sont pas de mon horizon. Dès que j'ai eu la possibilité d'avoir, d'ailleurs dans mes reportages pour Mermet, dès que je pouvais aller chez les riches, j'y allais, à Megève et compagnie. Mais parce que j'adore regarder... Ben oui, Non, mais j'ai eu assisté à des tournois de polo sur glace quand même. Bon. Donc, Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que ici vous êtes parmi des riches? bah, potentiellement, en tout cas, vous appartenez pas naturellement au prolétariat. Je pense que si votre trajectoire, elle vous destine à... si vous savez, on a une pente. Moi, ma pente, si je laisse faire à Fakir, on va rencontrer des profs et des éducateurs spécialisés. Parce que c'est mon milieu, en gros, c'est le milieu dans lequel baigne Fakir. Donc il faut connaître sa pente pour pouvoir ne pas glisser dessus. Et je pense qu'en effet, vous êtes naturellement aspiré à aller vers l'élite. Oui, mais est-ce que aspirer à aller vers l'élite, est-ce que c'est forcément avoir les mêmes opinions qu'un Macron? Est-ce que c'est... Après, qu'est-ce que c'est est-ce qu'on parvient si on veut échapper à une logique de classe et maintenir une conscience personnelle, ça demande un très gros effort. C'est en effet ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est la capacité qu'ont un certain nombre d'hommes à distinguer ce qui peut être leur fonction dans le cadre d'une entreprise à ce qu'ils sont quand ils sortent de l'entreprise. Maintenant, on sait très bien comment fonctionne un système comme une entreprise qui est une aspiration du temps, de l'énergie et qu'il peut y avoir une confusion avec le rôle social qu'on vous donne et la place que vous occupez dans l'espace social et que vos convictions se mettent en adéquation avec ce qu'on veut faire toute la journée. Cet après-midi, alors ça vous allez dire, putain, il saute du coq à l'âne tout le temps et il ne devrait pas dire putain parce qu'il est député. Mais cet après-midi, en fin de matinée, je vais dans le cortège des Nokia, donc qui a un plan de 1233 suppression de postes. Donc voilà, ils ont encore la malséance d'aller manifester contre ça. Mais je rencontre une ingénieure qui a travaillé sur la 5G et qui, tout en travaillant sur la 5G, s'interroge et dit, voilà, il devrait y avoir une place dans la démocratie pour choisir si on installe ou pas cette technologie-là, ce qu'on en fait, est-ce qu'elle nous est nécessaire, quelles sont ses conséquences environnementales. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'être comme ça à l'intérieur du système, produire ça et quand même avoir, en tant que citoyen, un autre regard sur ce qu'on produit. Après, il y a une citation de Lénine qui dit « Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. » Mais est-ce que vous considérez que... vous développez quand même tout un discours sur le monde d'après, sur des valeurs, etc. Est-ce que vous considérez donc que ce monde d'en haut, notamment les grandes entreprises, vous disiez que la gauche doit se demander avec quels acteurs amorcer ce choc écologique. Est-ce que vous pensez, vous, personnellement, qu'ils seront nécessaires, que ce dialogue sera nécessaire avec eux? Le dialogue, oui, dans le cadre d'un rapport de force. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, dans la société, il y a des rapports de force. Et la négation des rapports de force, c'est ne pas voir ce qui se passe. Donc oui, je veux dire, Roosevelt, pour reprendre mon exemple favori du moment, Roosevelt s'est appuyé sur les grandes entreprises, mais il s'est appliqué, notamment par l'impôt, à réduire leur taux de profit, à mettre un taux de profit très bas. Donc, il a instauré un rapport avec les grandes entreprises, mais qui était aussi un rapport de force. Et je pense que demain, il y aura besoin de grands acteurs économiques. Je ne dis pas qu'ils doivent devenir plus grands et qu'il faut des fusions pour être compétitifs à l'international et tout ça, mais qu'il y aura à faire avec des grands acteurs économiques, mais dans le cadre d'un rapport de force. Vous rappeliez à juste titre, je crois que c'était sur le plateau d'On n'est pas couché, que pour qu'un moteur explose, il faut qu'il y ait la rencontre entre deux ingrédients, et vous preniez
pour exemple, la Révolution française avec les classes populaires et la bourgeoisie intellectuelle, dont vous admettez faire partie. Selon vous, aujourd'hui, qui sont ces deux ingrédients ? Moi, je sais qu'on a à résoudre la gauche, quoi. En gros, on a à résoudre un double divorce. On a à résoudre un divorce entre les classes intermédiaires et ou la petite bourgeoisie intellectuelle, qu'on appelle ça comme on voudra, et les classes populaires, qui a un divorce qui date en gros, en 1981, 74% des ouvriers votent pour François Mitterrand au deuxième tour de la présidentielle, et le vote des profs est un vote massif pour François Mitterrand. Donc il y a les profs et les prolos qui se réunissent dans ce vote-là. Et depuis, ça s'est perdu. Pourquoi ? Parce que la mondialisation a tracé comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. Entre, d'un côté, des ouvriers qui ont vu leur taux de chômage être multiplié par 4, de l'autre côté, des professions intermédiaires où le diplôme servait encore de protection et de bouclier. Et donc ça a tracé un rapport à la mondialisation qui a été complètement différent, avec d'un côté un refus, et de l'autre, pas forcément comme Alain Minc, la mondialisation heureuse, mais une acceptation, un certain fatalisme, on ne peut pas faire autrement, il n'y a rien à faire, et ainsi de suite. Et donc voilà, là on a donc un premier divorce à résoudre. Alors on peut se dire que ce divorce peut être résolu aujourd'hui. Moi, quand j'entends par exemple les propos de Nicolas Hulot qui dit les libres-échanges est la cause de tous les maux écologiques, ce n'est pas en installant 3 éoliennes qu'il faut y arriver, il faut de la relocalisation. On a là une prise de conscience par la classe intermédiaire de la nécessité d'entraver fortement cette machine à dumping tous azimuts qu'est la mondialisation. Et donc ça offre une porte pour la réunion sur ce terrain-là des classes populaires et d'une classe intellectuelle ou intermédiaire. Maintenant, on a offert un deuxième divorce. C'est le divorce interne aux classes populaires. Entre, on va dire, les gilets jaunes qui, en gros, étaient des blancs des campagnes, si j'y vais à la hache, quoi, et les classes populaires d'origine immigrée des villes. Et ça, si ça se regarde en chien de faïence, si la question devient une question sociétale, religieuse, communautaire et ainsi de suite, ça coupe la possibilité d'alliance, alors qu'il y a des conditions d'existence objectives qui sont assez proches, mais ça coupe ça en deux. Donc je sais que nous avons quelque part à résoudre ce double divorce-là si on veut constituer, décidément je suis gramsciste ce soir, un bloc historique à même de secouer l'oligarchie, quoi. Et donc le projet que vous leur offrez, il sera nature écologique, nécessairement. Je pense que là, aujourd'hui, l'écologie et le social doivent fonctionner main dans la main. Ne serait-ce que, encore des stats là, qui viennent de tomber, les 10% les plus riches émettent dans notre pays 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Donc de toute façon, si on veut diminuer notre consommation carbone, ça suppose d'abord de faire diminuer la consommation carbone des plus riches de ce pays, et aussi pour que ça soit accepté socialement. Merci. Peut-être pour finir cette conférence, est-ce que vous avez un message à adresser donc, aux étudiants ici présents qui potentiellement seront amenés à devenir dirigeants d'entreprise ? Non, mais je pense que je l'ai dit en introduction quand j'ai dit « vous avez le choix », et je l'ai redit quand j'ai dit que vous pouvez continuer à ne pas vous identifier à votre fonction et avoir un regard critique sur ce que vous faites et potentiellement à vous engager comme citoyen en dehors de votre travail pour peser sur un rééquilibrage plus juste de la société. Je veux dire, la nouvelle, quand on voit aujourd'hui, les milliardaires de la planète viennent de dépasser les 10 000 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle-là. Bon, ça veut dire qu'y compris pendant la crise du Covid, il y a eu au fond, le temps qu'on vit là, c'est est-ce que ça va être un temps d'accélération des inégalités, d'accélération des cadeaux à faire aux entreprises pour qu'elles restent ici, d'accélération du distanciel avec le numérique, ou bien ça va être une bifurcation vers une autre société plus juste, plus écologiste, plus solidaire. Moi, je pense qu'il y a la possibilité. Maintenant, ça demande qu'on pèse très fortement parce que sinon, le mouvement d'inertie
on sait très bien vers quoi il nous entraîne. Vous savez, la métaphore, ça y est, je suis parti tous azimuts, mais il faut dire quand on dit tu racontes ce que tu veux, vraiment ça devient ce que tu veux. Mais la métaphore qui nous est servie en permanence, c'est la métaphore de la course. Alors, il faut alléger les charges parce que pour courir plus vite, il faut mener une course en avant, il ne faut pas prendre de retard, mais juste pour aller où ? Pour aller où ? Et cette question-là, elle n'est jamais posée. Il faut courir de l'avant, dont on a tous les indices aujourd'hui pour se dire que cette course vers l'avant est une course au néant, est une course à l'anéantissement. Donc si maintenant, on n'appuie pas sur le frein en changeant brusquement de direction, je veux dire, on y court tous. Et vous comme moi. Bien, on va passer à un deuxième temps donc, de l'entretien qui s'appelle donc, le Fast and Curious. Bonsoir Monsieur Ruffin. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Donc il y a deux propositions qui vont s'afficher sur l'écran devant vous et vous devrez en choisir une en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Alors rouge ou jaune ? Vert, c'est le mélange du rouge et du jaune ou pas ça ? Je me plante ? C'est quoi le vert ? Bon, je suis nul. Pourtant, j'ai révisé mes couleurs primaires et secondaires avec ma fille. Non, plutôt... Non, les deux, quoi. Maintenant, je crois que... J'ai reçu un... Ah, ça y est, c'est pas du tout le principe de l'exercice, mais bon, comme je suis un politicard, c'est normal que je réponde pas aux questions. J'ai reçu un gilet qui avait été cousu par une dame au Tréport et sur lequel il y avait un carré vert, un carré jaune, un carré rouge et un carré rose. Et si jamais demain, il n'y a pas l'alliance de toutes ces composantes-là, on ne s'en sortira pas. Bon, par contre, vous avez grillé votre seul joker. Hein. Et j'en ai 3 comme Macron, il n'y a pas de raison. L'international ou la multinationale ? Bah, plutôt l'international quand même. Ensauvagement ou enrichissement ? Franchement, c'est vachement appétissant dans les deux cas. Non, mais après, il peut y avoir un enrichissement qui ne soit pas strictement... Allez, ça y est, maintenant, mais il peut y avoir un enrichissement qui ne soit pas un enrichissement strictement matériel. Bon, vous savez, j'en profite pour glisser des éléments informatifs quand même au milieu, en gros, depuis les années 70, les indices de bien-être et le taux de bonheur ressenti de manière subjective ne progressent plus dans notre pays. Ça veut dire que l'enrichissement, le PIB par tête et ainsi de suite, ça amène un progrès social jusqu'à 15 000, 20 000 dollars par tête de pipe. Et ensuite, il y a une décorrélation entre l'augmentation du PIB et les indices de bien-être. Et c'est une très grande rupture dans notre histoire que ce moment où l'enrichissement, le plus, n'est plus synonyme de mieux. Donc, l'enrichissement, pourquoi pas, mais d'abord, il y a des gens qui ont la nécessité de continuer à s'enrichir. Ça, faut le dire. Mais voilà, bon, ça y est. Merci patron ou merci Macron ? Merci patron, hein, je reste quand même très attaché à mon propre film. Donc, Retraite chapeau ou retraite à points ? Retraite chapeau, allez, un petit ressort, c'est ça ou quoi ? Nabil Fakir ou Nabil Fekir ? Bon, Nabil Fekir, mais je vois pas, je connais pas tout ça, moi. C'est un joueur de foot. C'est blague de jeune ou pas, ça ? Salaire ou misère ? Non, le salaire, je pense que, voilà, le salaire, ça... il faut... Enfin, vous êtes ici, je pense que vous en êtes convaincus, mais je ne cesse de le répéter, le travail est une valeur pour les gens. C'est une valeur sociale aussi. Et dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des sous pour vivre, mais aussi d'avoir un rôle social, une utilité sociale dans la société. Je pense que le salaire est la récompense, enfin, c'est pas une récompense, c'est une nécessité pour les hommes, quoi. Marteau ou faucille ? Bah, je pense que je suis un bon marteau plutôt, non ? Karl ou Thierry ? Alors, j'en sais rien. Karl, Thierry, ça serait qui alors ? C'est Thierry Marx. Ah oui, chef. d'accord, on va plutôt Karl quand même. Bernard Arnault ou Bernard Tapie ? Là, ça fait envie. 2 personnages qui ont émergé par ailleurs dans les mêmes années 80. La décennie horrible. Non, mais c'est vrai. Il y a un bouquin qui s'appelle La décennie de François Cusset et c'est un grand moment. Pour moi, je situe tous nos problèmes. Ils viennent de mars 1983. Même des fois, je m'amuse à le dater du 23 mars 1983,
où Lionel Jospin énonce, il était à l'époque premier secrétaire du Parti socialiste, nous ouvrons maintenant une parenthèse libérale. Le problème, c'est qu'on l'a toujours pas fermé et qu'on reste coincé dedans, quoi. Mais bon. SMIC ou SMAC? SMAC, c'est quoi alors? Alors c'est le week-end d'intégration. Ah bah d'accord. Vous savez, là en ce moment, par exemple, ma grande bagarre, enfin l'une de mes bagarres, c'est simplement pour que les auxiliaires de vie sociale, donc qui s'occupent des personnes âgées, ou les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, ou les assistantes maternelles, aient le SMIC, le salaire minimum. C'est un minimum. Et elles ne l'ont pas. Alors qu'elles font des horaires, elles travaillent de 8h du matin à 8h du soir, avec une amplitude horaire énorme. Et simplement, à l'intérieur de ces 12 heures-là, il va y avoir que 5-6 heures qui vont être payées, parce qu'elles sautent d'une personne âgée à l'autre. Eh bien, voilà le sens, pour moi, vers lequel doit aller la société. Le progrès, j'y crois. Mais le progrès, il doit passer par ces métiers du lien, il doit passer par la qualité des liens les uns avec les autres, et ces métiers-là, il faut les faire progresser à vitesse grand V dans notre société. Chemise ou maillot? Maillot plutôt, quand même. Maillot de foot, c'est ça? Oui, c'était aussi en référence à la chemise arrachée de chez Air France. Ah oui, d'accord, non, plutôt maillot, je veux dire. Non, plutôt maillot. Et par ailleurs, pour corriger le portrait initial qui était fait, je soutiens le club d'Amiens, mais mon club de cœur reste le Racing Club de Lens, sang et or. Et d'où est parti, par ailleurs, vous savez, le chant « On est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là ». En fait, la première fois que ce chant a résonné, c'était pas avec Macron, mais c'était au Racing Club de Lens, et ensuite il a été recyclé comme chant politique. Et la dernière, une classique, CFDT non, ou mais CGT? écoutez, évidemment, je suis syndiqué, enfin je l'étais comme journaliste, j'étais syndiqué au SNJ CGT. Maintenant, vous voyez, comme je suis, demain matin, je vais faire un rassemblement devant Attaque Logistique à Amiens, et c'est la CFDT qui l'organise, et je serai dans la foulée à Croix, donc près de Lille, où c'est la CGT qui l'organise. Donc j'ai d'évidentes divergences avec des centrales syndicales, mais ça n'empêche pas que je sais que les luttes des gens, elles doivent être accompagnées, quelle que soit la couleur politique ou syndicale, quand ils ont le courage de mener la bataille. Merci beaucoup, Monsieur Ruffin. Et nous passons aux questions du public. Bonsoir. On a bien compris là. Vous êtes où? Excusez-moi, vous êtes où? Je suis là. Bonjour. Alors je m'appelle Paul. Et on a bien compris là, je pense tous, que mondialisation et écologie, ça n'allait pas ensemble. Or, la mondialisation, l'Union européenne précisément, c'est la mondialisation. Et pourtant, j'ai le sentiment à gauche qu'il y a encore une grande timidité à exprimer ça, alors qu'on nous rabat les oreilles avec une Europe sociale on nous parle de ça depuis bien avant que je sois né. Et pourtant, elle n'arrivera jamais, puisque justement, l'Europe, elle n'est pas faite pour ça, elle est faite pour faire le marché unique et mondialisé. Alors, est-ce que ce soir, vous n'avez pas envie de faire un peu le coming out de la gauche et enfin nous dire que l'Union européenne, il faut arrêter d'y croire, ça ne marchera plus. Nous, dans cette école-là, on s'appelait ESCP Europe il y a encore un an, et Europe, on l'a sorti, c'est fini. Donc peut-être à votre tour maintenant. On en prend plusieurs ou on prend une par une? Comment vous faites? Une par une. Non. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Faut-il faire sauter Bruxelles ?» Et personnellement, l'Europe sociale, je n'y crois pas. Je veux dire, elle a été fondée, et ces différents traités, d'ailleurs, c'est un choc quand on lit le traité constitutionnel européen de 2005. Je ne croyais pas que je serais capable de lire ce texte. Quand on le lit, en fait, on comprend très bien ce qu'il y avait dedans. Et c'est vrai que l'insistance sur la concurrence libre et non faussée, pour vous dire à quel point on a des ayatollahs de la concurrence à Bruxelles, dans les états généraux de l'alimentation, à un moment, on souhaite faire que les cantines, elles puissent s'approvisionner localement, et on dit, voilà, il faut que ça se fasse dans un rayon de 30 ou 50 km. Et là, la réponse qui nous est faite par les macronistes et par le ministère, c'est de dire non, c'est pas possible parce qu'il faut que l'agriculteur portugais il puisse être à égalité de concurrence vis-à-vis de l'agriculteur du coin pour approvisionner la cantine. Je veux dire, c'est un espèce de délire. Donc je suis tout à fait... Après, Jean-Pierre Chevènement disait à propos de l'euro, j'étais pas d'accord pour monter dans l'avion. Maintenant, est-ce qu'il faut sauter sans parachute? Et maintenant qu'on est dans cet avion-là, la sortie n'est pas évidente. Moi, je suis convaincu ma conviction, c'est que dans la durée, la France doit être le leader d'une Europe du Sud. On a une Europe du Sud qui est en souffrance, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, et que la France doit être le fer de lance
de cette Europe du Sud à l'intérieur de l'Europe. Et que pour moi, la première faute de Hollande quand il a été élu, ça a été de dire aux Grecs de bien voter et donc de ne pas voter Tsipras, alors qu'il aurait pu avoir un allié de plus et qu'il aurait dû commencer, plutôt que d'aller à Berlin faire le caniche, il aurait dû commencer par aller faire une tournée des peuples et des pouvoirs de l'Europe du Sud, et quelle que soit leur couleur politique, pour former un bloc qui soit à même de peser sur le plan géopolitique à Bruxelles. Donc voilà. Donc ce n'est pas le coming out que vous attendez, mais il y a pour moi une conviction dans la durée que de toute façon, il y a un bouquin qui s'appelle « L'Europe sociale n'existe pas ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais... Bonjour, au fond là-bas, merci. Je m'appelle Yanis Bessa, je suis allé en deuxième année. J'ai une petite question, parce que vous avez parlé de votre statut d'écrivain, donc vous revendiquez de fait votre droit à vous exprimer, employez même des insultes. Et vous avez aussi parlé de, je vous cite, d'une personne tout en haut qui serait notamment antiraciste et féminisme. Mais justement, quand on défend son droit à l'invective, à la formule choc qui sert ses idées, qu'est-ce qu'on pense des dérives proches de la censure parfois qu'on observe dans une partie de ces deux mouvements? C'est-à-dire, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite dégradation de la liberté d'expression actuellement, quoi. Enfin, selon moi. Quand j'entends Éric Zemmour s'exprimer sur CNews, j'ai l'impression qu'il bénéficie d'une certaine latitude pour... ou quand je me réveille le lundi matin avec Pascal Praud, Jean Messia... Il est condamné tous les 3 mois quand même. Pardon? Il est condamné tous les 3 mois, Éric Zemmour. Enfin, il est encore à l'antenne. Après, moi, j'ai eu des procès, j'en ai perdu un. Mais j'en ai eu un gros paquet de procès. Il y a un droit de la presse, il existe. Donc il y a une liberté de parole qui s'inscrit dans un certain cadre, qui est la loi de 1881 sur la presse. Moi, j'ai été condamné une fois, c'est tout. Ça arrive. Maintenant, donc, j'ai pas le sentiment j'ai pas le sentiment de vivre dans un pays où, vous savez, quand la censure est assumée, elle devient trop visible et elle devient gênante pour le censeur. Mais en général, on a affaire à une censure invisible qui rend ça beaucoup plus flou, quoi. Mais je pense, et ma conviction c'est que la démocratie, c'est comme une falaise. Vous savez, je rencontre des gens qui disent la démocratie n'existe pas. Bon, d'abord, moi, il m'appelait mon copain Maurice Kriegel-Valrimont, qui est le libérateur de Paris en août 1945. C'est lui qui fait prisonnier, 1944, pardon, c'est lui qui fait prisonnier le général von Scholtitz, commandant du Grosse Paris, et qui me disait, quand on entendait l'armée allemande marcher au pas de loi sur les Champs-Élysées, là, la liberté, on ne sait pas ce que c'est, mais quand on ne l'a plus, on sait ce que c'est. Et donc, voilà, quand on me dit la démocratie n'existe pas, moi je pense qu'on a une responsabilité quotidienne à faire exister cette démocratie. Au bistrot, on parle, on fait exister la démocratie. On a un collègue de travail qui est maltraité, on le défend, on fait exister la démocratie. On distribue un tract à l'entrée de son université, de son école, on fait exister la démocratie. La démocratie, elle s'use surtout quand on ne la fait pas exister. Donc je pense qu'on a un devoir contre l'apathie politique, de faire exister chacun à notre manière différemment, mais cette démocratie, quoi. Et si elle recule, c'est parce que des fois, on ne la fait pas suffisamment exister. Bonjour, je suis étudiant donc, à l'ESCP en pré-master, donc Florian Verlet. Et donc j'ai une question, Monsieur Ruffin. Vous êtes ici face à une majorité de fils et filles de cadres dans une école qui coûte 17 000 € par an et d'où sortent les élites, entre guillemets, françaises. Comment faire pour casser cette reproduction sociale? Faut-il, pour reprendre les mots de Mediapart, brûler les écoles de commerce, selon vous? Non, mais c'est à quoi servent les écoles de commerce? Et vraisemblablement, ça sert. Je veux dire, je vais parler du domaine que je connais, qui est les écoles du journalisme. Et je regrette par ailleurs qu'il n'y ait pas eu un bouquin, l'équivalent des petits soldats des écoles de commerce ou un truc comme ça, quoi, les petits soldats du commerce. Mais je sais que la fonction de l'école était d'offrir une main-d'œuvre docile et formatée comme il fallait aux médias, et non pas d'imaginer quelle pourrait être la transformation de ces médias. Et vraisemblablement, j'ignore quel est le contenu de vos formations, mais on vous incline peut-être plus à fournir une main-d'œuvre aux entreprises telles qu'elles existent qu'à peser pour leur transformation. Maintenant, je me permets une toute petite parenthèse familiale, et je ne sais pas si ma sœur m'en voudra. Bon, ma sœur est sortie de l'ESSEC.
Elle a eu des années type Andersen Consulting, c'est ça? Je ne sais pas trop. Des cabinets conseils, AT Kearney, des machins comme ça. Et puis, ensuite, elle a fait du marketing chez Renault. Il y a eu quand même des gens dans la famille qui on a causé, quoi. Maintenant, je suis très fier, moi, de ma sœur. Elle est devenue responsable, directrice régionale des sociétés coopératives Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, elle dirige une société coopérative à Grenoble qui fabrique des logiciels, mais au-delà de ça, où elle réfléchit à qu'est-ce que c'est la démocratie dans l'entreprise, pourquoi il faut des réserves impartageables, comment on doit transformer ça, pourquoi la French Tech, ça ne va pas. Bon, voilà. Et donc, on vous fournit des armes. Le savoir est une arme. Lire des bilans comptables est une arme. Pouvoir peut-être d'être demain aux côtés des syndicats pour démonter les arguments, parce que vous les aurez connus de l'intérieur des directions, ce sont des armes qu'on vous fournit. Donc maintenant, c'est au service de qui ce savoir-là, vous allez le mettre. Donc voilà, je n'ai pas de leçon à vous donner sur vos parcours personnels, sur les crédits que vous aurez à rembourser, sur vos désirs d'ascension sociale et tout ça. Mais je sais qu'on a une responsabilité dans ce monde et à un moment, c'est au service de qui quand même parfois on se met et parfois nous, on a la chance d'avoir le choix. Bonjour monsieur, Mathieu Camus, élève en 2e année. Alors je voulais aborder un point sur le nucléaire, je sais que vous y êtes opposé. Produire notre énergie électrique uniquement via l'éolien ou le solaire n'est-il pas fondamentalement plus dangereux, voire tout simplement impossible? Je m'explique en quelques phrases. Nous avons dû rallumer nos centrales à charbon il y a quelques semaines, bien avant l'an passé, car les énergies vertes n'ont pas suffi à combler l'arrêt technique d'une centrale nucléaire. Vous n'êtes pas sans savoir que les salons de ces mêmes énergies vertes sont les rendez-vous des producteurs d'énergie au gaz et au charbon. Pourquoi? Parce que les modes de production d'énergie verte ne délivrent qu'un tiers de leur potentiel en moyenne. En effet, quand il n'y a pas assez de vent ou trop de vent, l'éolienne ne peut pas fonctionner. Même logique pour le solaire. Les 2 tiers restants, qui doivent donc être produits, le sont par des centrales au gaz et au charbon qui rejettent une quantité de CO2 incomparable avec les centrales nucléaires. Regardez l'Allemagne, regardez les pays du Nord, c'est exactement ce qui se passe là-bas. Vous parlez d'urgence écologique. Comment peut-on encourager ces éoliennes qui polluent infiniment plus plutôt que de perdre notre parc nucléaire et aussi par la même occasion notre autonomie en électricité? D'abord, je ne sais pas où est-ce que vous avez vu mon hostilité à l'égard du nucléaire. Je pense que... Dans quelle source? Non, parce que c'est un sujet sur lequel je m'exprime avec beaucoup de mesures. Donc, pour le coup, je pense que c'est... voilà, c'est pas grave, mais je m'exprime avec beaucoup de mesures pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que pour expliquer à la population qu'on doit à la fois sortir des énergies carbone et du nucléaire en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que là, l'enjeu, c'est quand même que le nucléaire ne passe pas dans les mains du privé, puisque c'est en projet. Et ça peut être là, c'est quand même une bombe. On peut avoir tous les arguments qu'on veut en faveur du nucléaire, comme quoi ça ne pollue pas trop, que ceci et que cela. C'est quand même une bombe qu'on a dans notre pays. Ça, c'est un risque permanent pour notre pays. Alors qu'avec le charbon et le gaz, la bombe est en train d'exploser. Non, mais je vous dis, vous me demandez le choix entre la peste et le choléra. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous dis pas, moi, j'ai une solution miracle là. Je vous dis simplement que notre conscience, elle nous demande là de savoir que le nucléaire a pu avoir des avantages. Tout à l'heure, je disais que si on fait de la planification, si on veut avoir une économie dirigée, il ne faut pas qu'elle soit seulement étatique, il faut qu'elle soit démocratique, parce qu'en l'occurrence, le nucléaire a par exemple été un modèle de planification technocratique et sans installation de démocratie, de débat, de discussion sur quelle orientation on voulait pour nos énergies dans le pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va être temps d'ouvrir vraiment ce débat. Et je ne vous dis pas qu'il y a une solution miracle. Je ne l'ai pas, la solution miracle. Je sais qu'il faut aller vers une baisse. La mesure numéro 1, c'est une baisse de la consommation. Maintenant, ce n'est pas ça. Les scénarios continuent de programmer une hausse de la consommation, ne serait-ce que, par exemple, avec l'instauration de la 5G. Maintenant, je n'ai pas de solution miracle sur le sujet. C'est pour ça que je m'exprime là-dessus avec beaucoup de mesures. Bonjour Monsieur Ruffin, je m'appelle Marin. Alors moi j'avais une question très simple. Est-ce que finalement vous
vous et je compte aussi votre président de groupe, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous n'êtes pas les premiers macronistes? Parce que, très simplement, à la sortie du confinement, le gouvernement a dit bon, il faut acheter français, acheter des voitures. Mais bon, la politique est, c'est bien acheter français, acheter des voitures françaises, mais gardez-les au garage, utilisez les pistes cyclables. Et en même temps, par exemple, donc c'est très récemment, en septembre, Jean-Luc Mélenchon va soutenir les salariés de Airbus à Toulouse. Et en même temps, vous avez déposé une proposition de loi pour interdire les courts trajets en avion. Donc ma question, c'est y a-t-il de la cohérence et est-ce qu'il n'y a pas de la contradiction avec interdire les trajets en avion et aller soutenir les salariés? Enfin, j'ai lu le mot diversification comme argument utilisé par Jean-Luc Mélenchon, mais in fine, la diversification, ça prend du temps, les programmes aéronautiques, c'est long. Donc, y a-t-il de la cohérence dans votre idée politique, par exemple, concernant l'industrie? Alors, moi, je ne suis pas un amoureux du pneumatique. Et pourtant, j'ai défendu les salariés de chez Goodyear. Je ne suis pas un amoureux de l'aéronautique. Et pourtant, moi aussi, je vais soutenir notamment les sous-traitants de 3A, par exemple, ou de Simra, et ainsi de suite, qui se font larguer, là. Je ne suis pas partisan de la 5G, en tout cas sans qu'il y ait un contrôle démocratique. Et pourtant, j'étais avec les salariés de Nokia aujourd'hui. Donc, vous pouvez mettre en lumière des contradictions qui sont des contradictions apparentes. Parce qu'en vérité, sur le pneumatique, par exemple, si jamais demain on veut moins de pneus, c'est à nous de le décider collectivement. Et de décider ce qu'on propose aux salariés. Est-ce qu'il y a une conversion de leur outil de travail qui peut être fait? Là, de toute façon, sur le pneumatique, par exemple, ce n'est pas du tout pour des raisons de besoin de moins de pneus, c'est juste parce qu'il y a une concurrence à l'international. Mais donc, voilà, là, il y a une solidarité à avoir avec les salariés, et en se disant que, par exemple, dans l'aéronautique, si jamais, moi, je souhaite une décroissance du trafic aérien, mais je vais la programmer, et je vais me demander comment on l'organise, et qu'est-ce qu'on propose aux salariés, et est-ce qu'on fait, par exemple, un relevé des compétences sur le site? Je ne cite ça pas comme ça parce que dans les années 70, il y a une entreprise anglaise qui s'appelait la Lucas où les syndicats se sont organisés, donc ils devaient avoir un plan social. Les syndicats se sont organisés pour faire un relevé de tous les CV, aller les porter à la fac, l'université à côté, qui a planché pendant une année sur qu'est-ce qu'ils savaient faire, que savaient faire leurs machines, et en disant, bah voilà, là, ce qu'on peut faire, c'est avec vos compétences, on peut faire des pompes à chaleur, on peut faire des éoliennes, on peut faire du rail-route. Et de la même manière, voilà. Donc là, se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et de toute façon, que ça soit dans l'aéronautique, dans le pneumatique ou chez Nokia, ce n'est pas aux actionnaires de décider. Mais oui, et je la souhaite. Mais regardez, alors par exemple, vous savez, chez Goodyear, ça a été le dernier tract que j'ai produit, j'ai énoncé un truc en disant, qui était un truc non productiviste, en assumant, quand je vais voir les gens de l'aéronautique, je leur dis, vous savez, moi je ne suis pas pour l'avion, hein, je leur dis franchement, mais là j'ai dit, voilà, si demain il y a besoin de moins de pneus, ou s'il y a plus de pneus recyclables, c'est une bonne nouvelle pour la planète. S'il y a plus de machines qui sont plus productives, c'est une bonne nouvelle aussi. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gains-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça doit se passer en virant les salariés et en leur proposant aucun avenir? Ou bien, par exemple, chez Goodyear, je disais, est-ce qu'il y a des raisons d'avoir des équipes de nuit sur le pneu? J'espère qu'on considérera ça comme une absurdité dans quelques décennies, de se dire que des gens brisent leur sommeil. À 3 heures du matin, il y a leur réveil qui sonne pour se lever, aller produire des pneus à la chaîne, à l'usine, et revenir, être crevé, pas pouvoir s'occuper de ses enfants et devoir fonctionner comme ça, comme dans une lessiveuse. J'espère qu'on considérera ça comme une aberration et qu'on se dira, bah, puisqu'il y a besoin de moins de pneus et qu'il y a besoin des machines qui sont plus productives, on va s'organiser pour que le temps de travail soit plus gérable pour les salariés, pour que ça soit plus agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je pense qu'il y a la possibilité, en y réfléchissant ensemble, d'avoir des propositions à faire aux gens de l'aéronautique, et on ne programmerait pas une cassure avec cette brutalité-là.
faut voir que, par exemple, là, les sous-traitants de l'aéronautique, ils sont laissés en short, voire à poil. Normalement, il y a un congé de reclassement qui est garanti par l'État par la moindre petite boîte, qui est de 1 an minimum. Là, dans l'aéronautique, chez les sous-traitants, le congé de reclassement est pour l'instant proposé de 4 à 5 mois. Il n'y a rien dans le plan social. Dans un secteur qui a été prospère pendant 30 ans, ou qui a pour donneur d'ordre Airbus, qui a signé une charte avec les sous-traitants de l'aéronautique, qui reçoit des milliards d'euros là dans le temps de crise, et dont l'État est actionnaire. Permettez quand même qu'on aille là-bas, en solidarité avec les salariés, et qu'on dise « c'est pas normal que vous vous fassiez dégager sans avoir quelque chose qui vous soit proposé derrière ». Et je pense que c'est là où il y a la nécessité d'une économie dirigée, qui n'est pas une économie nationalisée. J'insiste sur ce truc-là, mais qui vient de dire « demain, on veut moins, en effet, d'aéronautique. Et donc, on va discuter avec vous pour voir à quoi vos compétences peuvent servir. » Mais vous savez, par exemple, les gens de chez Nokia, c'est juste des bribes de conversation dans les manifs, donc ça n'a pas une valeur scientifique. Mais si on leur disait, demain, votre objectif central, c'est non pas de produire quelque chose de nouveau avec un plus haut débit type 5G, mais l'objectif central que vous avez, c'est de faire du numérique qui soit moins consommateur d'énergie. On a besoin de tous ces ingénieurs pour remplir cet objectif-là. Vous voyez ? Et donc, c'est avoir des propositions pour les salariés. Or, aujourd'hui, l'État est un État qui laisse faire, y compris quand il donne des milliards aux donneurs d'ordre. Donc, je pense qu'il y a une très grande cohérence à vouloir dire qu'il faut moins d'aéronautique, il faut moins de vols aériens d'intérieur, il faut moins de vols internationaux, et aller discuter avec les salariés pour ne pas laisser dans cette panade-là. À dire que demain, il faut moins de pneumatiques, mais aller discuter avec les salariés pour voir comment on transformerait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a une très grande cohérence parce qu'au fond, la question qui est posée, toujours la même, c'est la question démocratique. C'est la question du dumping démocratique, qui est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait de l'aéronautique échappe à la décision collective. Et c'est strictement les actionnaires qui décident tout seuls. Et que nous, on veut qu'on puisse en décider ensemble, et y compris avec les salariés. Alors, dernière question d'un internaute, parce qu'il y a 150 personnes qui vous suivent en ligne. Pensez-vous sincèrement que les Français seraient prêts à acheter des produits plus chers en cas de relocalisation des entreprises en France ? C'est un certain Quentin. D'abord, il faut dire qu'ils n'auraient pas le choix. Il faut dire que si jamais il y a un relèvement des droits de douane, évidemment, il y aura une petite hausse. Faut voir que la hausse, elle ne sera pas majeure. J'avais calculé, le premier plan social que j'ai vraiment fait, c'est les lave-linges chez Whirlpool. On avait calculé que le coût de la main-d'œuvre dans un lave-linge était de 12,5%. Donc la baisse qu'ils attendaient, c'était une baisse de 1 ou 2% en allant délocaliser les lave-linges en Slovaquie. Donc on n'est pas sur des sommes qui sont des sommes majeures. Ça existe. C'est évident qu'il y aura... alors maintenant, il faut voir que ce que le consommateur va perdre, le travailleur va le regagner et le citoyen va le regagner en pouvoir de décision. Mais par exemple, puisque je prenais l'exemple de Whirlpool, comment comprendre que dans notre grand pays, quand même, on n'est plus une seule usine de lave-linge, alors que la petite Suisse a encore 2 usines de lave-linge ? C'est quand même dingue. Et donc, oui, je crois... cette relocalisation qui est nécessaire sur le plan environnemental, qui est aujourd'hui d'une urgence absolue, mais elle ne va pas se faire tout seul. Elle ne va pas se faire par la main invisible du marché. Elle va se faire parce que il y aura des coûts, ça s'inscrira dans un bilan comptable, et du coup, ça sera plus cher, en effet, d'importer un certain nombre de produits. Ou alors, il y a un autre outil, il y a des tas d'outils qui sont possibles. Hein, parce que vous ne m'avez pas plus interrogé là-dessus, mais il y a des tas, sur le protectionnisme, il y a des tas d'outils qui sont possibles. Il y a évidemment les taxes aux frontières, il y a les barrières douanières, il y a les barrières techniques, il y a les quotas d'importation qui ont été extrêmement utiles. Quand on a vu, moi j'ai en mémoire le moment où on a décidé avec la Chine de lever les quotas d'importation. Ça a été un raz-de-marée d'un seul coup. Mais simplement, il y avait, sur les masques par exemple, si on veut une renaissance de l'industrie du masque ou de la surblouse, je ne dis pas qu'il faut interdire toute entrée du territoire. Je ne suis pas, moi, pour un relèvement à l'aveugle de 2 à 20% de toutes les taxes aux barrières douanières. Ça n'a pas de sens. Il y a 10 000 lignes tarifaires à l'OMC. Qu'est-ce qu'on cible comme étant des produits prioritaires ? Qu'est-ce qu'on veut relocaliser de manière prioritaire ? Et c'est vrai que moi, j'ai ciblé, alors aussi parce que j'aime les rimes, mais les aliments, les vêtements, les médicaments.
qui me paraissent les 3 secteurs clés sur lesquels on doit avoir notre autonomie et notre souveraineté. Je rappelle quand même que c'est le président Macron, quand il a eu sa parenthèse gauchiste, il faut quand même en profiter, qui qualifiait cette perte de souveraineté d'être une folie. Maintenant, si on veut mettre fin à cette folie, ça ne va pas se faire tout seul par la main invisible du marché. Elle est folle, elle est complètement agitée, elle a Parkinson. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça. Ça peut se faire parce qu'il y a une volonté politique de le faire. Maintenant, il faut bien voir qu'en même temps, le terme de folie est une erreur volontaire, est une faute. Ce n'est pas une folie, c'est extrêmement rationnel. Dans les calculs des firmes, c'est tout à fait rationnel d'aller délocaliser la production des principes actifs chez les médicaments en Inde ou en Chine. C'est tout à fait rationnel, ça fait baisser leurs coûts. Donc simplement, il faut réintroduire ce coût-là pour que ça leur coûte davantage, et pour produire une relocalisation, il faut inscrire que ça ait un coût pour ces entreprises. Et ça aura un coût marginal, en effet, pour le consommateur, qu'il faut assumer. Mais de la même manière que si... Alors ça y est, c'est parti. Mais moi, je me suis bagarré je me bagarre pour de la régulation. La régulation, ça ne veut pas dire tout nationaliser. Mais la régulation, c'est quelque chose qui a existé pendant des décennies. Sur l'agriculture, on a eu des prix planchers. On a eu des coefficients des multiplicateurs entre le prix d'achat aux paysans et la vente en supermarché. On a eu des quotas de production. On a eu des quotas d'importation. Ce sont des outils, des instruments régulateurs qui ont montré leur efficacité dans l'agriculture pendant des décennies. Simplement, et en effet, si on remet des prix planchers, si on sort l'agriculture, si on fait une exception agriculturelle, tout comme il y a une exception culturelle, il va y avoir un relèvement du coût pour les consommateurs. Je pense qu'il faut l'assumer. Peut-être qu'il faut trouver des palliatifs pour que les gens qui sont le plus dans la peine et auprès de qui ça pèserait le plus dans le porte-monnaie, ils aient le moins à le subir. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle conférence. Merci Monsieur Ruffin de nous avoir honorés de votre présence. Merci à tous d'avoir assisté, que ce soit en ligne ou en présentiel. Nous remercions aussi vivement Abigail et Théophile d'avoir filmé cette conférence et Cédric de LiveShot de l'avoir prise en photo. Nous tenons finalement à remercier nos partenaires, les Champagne Jacquino et Fils et les journaux étudiants, Business School et Le Monde des Grandes Écoles. Ça va, il n'y a pas LVMH. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 18h en Vital-Roux pour accueillir Sophie Bellon, la présidente du conseil d'administration de Sodexo. Un jour, il faut nous inviter tous les deux en même temps, vous voyez. Pour ceux qui veulent, j'ai quelques petits cadeaux. Ceux qui seraient intéressés, j'ai mon dernier bouquin. C'est gratuit, hein, c'est pas pour vendre. Et j'ai le dernier numéro de Fakir pour ceux qui...